Bonsoir. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette université de la copropriété organisée par l'UNIS Occitanie, que j'ai le plaisir de présider. Faut-il le rappeler, l'UNIS représente les différents métiers de l'immobilier que sont la gestion, la transaction, l'investissement, l'expertise. À ce titre, nous sommes au quotidien au contact avec les locataires et propriétaires de logements. À l'heure où les économies d'énergie posent de manière cruciale en France, nous sommes conscients de l'urgence d'accompagner la rénovation énergétique de nombreuses copropriétés. Comment faire lorsqu'on habite dans une copropriété? Quels sont les garde-fous pour ne pas avoir de mauvaises surprises? Quelles étapes à respecter? Quels acteurs entrent en jeu? Quelles aides possibles? Comment financer les travaux de grande envergure? Autant de questions auxquelles nous allons nous efforcer de répondre ce soir lors de cette conférence sur le thème « La rénovation énergétique des immeubles ». Alors, j'ai une pensée toute particulière pour le professeur émérite Daniel Thomasin qui nous a quittés en novembre dernier. Il nous a accompagnés avec patience et professionnalisme pendant de nombreuses années lors de ces universités. Je tiens absolument à lui rendre hommage aujourd'hui. Je vais passer la parole à Martine Cardois, notre présidente de UNIS Midi-Pyrénées, qui va vous présenter les différents intervenants et continuer à travailler avec vous. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir sur le thème donc, de la rénovation énergétique. Nous organisons donc une fois par an nos universités de la copropriété. Et donc, comme l'a rappelé Janine, il nous a semblé intéressant d'aborder ce thème. Et donc, pour ce faire, j'ai des intervenants de prestige. J'ai Toulouse Métropole, donc Rémi Guérard, qui va effectivement commencer le sujet. Ensuite, Madame Louise Mougin, de la DIL 31, qui est parmi nous. Monsieur Boudet-Julien, de la REC. L'Agence régionale d'énergie-climat, qui est accompagnée aussi donc, par un collègue. Et puis enfin, la société ACO, Monsieur Olivier Menotti. Voilà. Donc, chacun a une présentation et à chaque fin de présentation, vous aurez la parole aussi pour poser vos questions, en sachant qu'à la fin donc, de cet atelier, nous nous retrouverons autour d'un verre et on pourra continuer, bien sûr, à échanger. Voilà. Très bien, on va pouvoir commencer. Et donc, je vais passer la parole à Rémi. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la proposition d'intervention et l'invitation. Nous sommes ravis de venir ici et d'intervenir ce soir. Je vais juste commencer du coup par une introduction sur la démarche globale de projet en copropriété. Vous le savez, hein, c'est un temps long et il est important d'avoir les idées claires là-dessus. Bon, très rapidement, hein, nous, Toulouse Métropole Rénov', nous sommes la mission de service public qui intervenons sur le territoire de la métropole, donc Toulouse et les 36 communes autour, pour vous accompagner gratuitement sur tous vos projets et sur toutes les étapes que je vais présenter. On fait partie d'un ensemble au niveau national France Rénov' et puis au niveau régional donc de 32 guichets Rénov' Occitanie chapeautés donc par la région. Alors, comme vous le savez certainement, hein, le projet de rénovation énergétique, ça s'inscrit dans un temps long. Du coup, dans les premiers conseils qu'on peut vous donner, c'est aujourd'hui, si vous êtes syndic, conseiller syndical, copropriétaire, c'est vraiment avoir conscience de ce temps pour bien visualiser, se fixer des objectifs intermédiaires et y aller vraiment étape par étape, ne rien rater, faire les choses dans l'ordre. Avec la notion de communication aux autres copropriétaires, on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on progresse dans le projet et qu'on est acteur, on engrange une quantité d'informations assez importante et on oublie un peu trop souvent que le copropriétaire lambda vient en nager en ayant lu l'ordre du jour dans le métro juste avant d'arriver. Du coup, bien penser à communiquer régulièrement tout au long du projet, c'est gage d'adhésion, on va dire, du collectif. Et la notion d'entonnoir également,
On va le voir, hein, pour un projet de rénovation énergétique, il y a énormément de données à intégrer et de précisions à faire sur le coût des travaux, sur le type de travaux, sur les aides financières, sur comment ça va se passer exactement. Donc, ne pas être pressé, les informations vont s'affiner d'elles-mêmes au fur et à mesure du projet. Alors, schématiquement, si on se place dans une chronologie temporelle, chronologie idéale, hein, la plupart des acteurs s'accordent à retomber à peu près sur ce schéma-là. Vous avez toujours un point de départ qui peut être une obligation réglementaire, une information aux copropriétaires, une obligation de travaux qui arrive à terme. En général, ça a été fait sûrement depuis un petit moment, mais il y a le vote d'un fonds de travaux qui permet de commencer à mettre des sous sur le compte de la copropriété. Pas de projet rénovation énergétique sans un bon diagnostic au départ. Donc, derrière le diagnostic, on le verra tout à l'heure avec Monsieur Menotti, il y a plusieurs types de diagnostics. Donc, il faut en choisir un et demander des devis pour justement le présenter en AG, soit directement le vote de l'étude, ne pas sous-estimer la possibilité de faire une délégation au conseil syndical quand on est un peu pressé par le temps, ça permet de ne pas perdre un an. Donc ça déjà, premier vote en AG pour voter un diagnostic, c'est le premier objectif que vous pouvez vous fixer si vous voulez lancer une démarche dans votre copropriété. C'est déjà un gros morceau. Ensuite, évidemment, il y a la réalisation de l'étude. Le bureau d'études fait son travail, éventuellement accompagné de l'architecte. À ce moment-là, on peut avoir des résultats techniques, état des lieux du bâtiment, proposition de travaux, regroupement en scénario de travaux. À ce moment-là, on peut avoir une première information sur les aides et les subventions. On y reviendra plus tard. Hop là. À ce moment-là, c'est aussi le moment pour le conseil syndical de s'informer et le syndic, pardon, de s'informer sur les contrats de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de demander des devis, de manière à ce que, pour une deuxième assemblée générale, il y ait en assemblée générale le vote d'un scénario de travaux. Donc, scénario de travaux, c'est vraiment une direction. Parmi 3 scénarios de travaux, minimaliste, moyen et puis top du top en termes de programme de travaux, au vu des enjeux techniques, financiers, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on peut avoir comme aide, vers quoi collectivement on décide d'aller, est-ce qu'on décide de continuer et si oui, vers quel niveau de performance. Et à ce moment-là, on se fait accompagner par des professionnels, alors là aussi les missions vous seront présentées un peu plus en détail par la suite, maîtrise d'œuvre, AMO. Si ce deuxième vote est positif, ça veut dire qu'on continue. Les informations données sont bonnes, le chemin paraît cohérent et on a envie d'aller jusqu'à la rénovation énergétique. À ce moment-là, les prestataires accompagnants entrent en jeu pour faire un CCTP, demander des devis aux entreprises. L'AMO fait toute l'enquête auprès des copropriétaires pour voir les aspects financiers et ainsi de suite. Le syndic peut à ce moment-là commencer à rechercher des prêts collectifs, on vous en parlera également. À ce moment-là, réception des devis donc définitifs de travaux, deuxième simulation des aides financières au plus près des informations que vous avez, toujours cette notion d'entonnoir, et à ce moment-là, du coup, vote en assemblée générale des travaux, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Si vous décidez d'y aller, à ce moment-là, c'est le moment de voter la deuxième phase de la maîtrise d'œuvre, qui est vraiment le suivi de chantier. Où là, effectivement, l'architecte, le maître d'œuvre, va déposer les dossiers administratifs, lancer toutes les demandes d'autorisation, d'occupation de l'espace public et ainsi de suite, organiser le chantier, suivre les chantiers, réunions de chantier toutes les semaines et ainsi de suite. L'AMO lance tout le montage des dossiers de subvention et on peut commencer les travaux. Donc on est bien sur, alors si je laisse de côté le premier vote en Assemblée Générale, donc sur le vote du fonds de travaux, qui normalement a été fait depuis un moment, on a un vote pour l'étude, un vote pour, suite à l'étude, est-ce qu'on continue ou pas, dans quelle direction, et payer, si on peut dire, des premières phases d'accompagnement, et ensuite un troisième vote pour vraiment s'engager dans les travaux. Donc on a au minimum 3 ans sur, si on veut construire un projet solide, qui réunissent voilà, l'adhésion de tous les copropriétaires et avoir toutes les informations. Voilà, du coup, dans l'ensemble des moments clés du processus, certaines étapes sont véritablement importantes et c'est un peu le fil rouge qu'on a voulu vous présenter ici au niveau des
des interventions. La connaissance de la réglementation, très importante pour savoir vers où on va et à quoi on est obligé. Le diagnostic initial pour faire l'état des lieux, lister les solutions techniques et proposer des scénarios de travaux. Ça aussi, pour mettre tout le monde d'accord et savoir vraiment quelles sont les options de son bâtiment, c'est une phase indispensable. Connaître les aides financières associées à chaque scénario, on le verra aussi, effectivement, selon les gains énergétiques, selon les types de travaux, les aides financières ne sont pas forcément les mêmes. Les prestations de conception et d'accompagnement pour continuer à affiner un petit peu les résultats de l'audit. Et puis le montage financier définitif, à la fois sur les subventions, les aides directes et toutes les notions de prêts et prêts collectifs. Voilà, bon, ça c'est nous, mais ça, j'imagine que ça sera transféré par la suite. Du coup, je passe la parole à Ladil pour la partie réglementation. Je vais vous présenter aujourd'hui les mesures, les différentes évolutions législatives et réglementaires issues de la loi Climat et Résilience touchant la copropriété. Donc cette loi, elle est largement inspirée des propositions qui sont formulées par la Convention citoyenne pour le climat. Et elle tend par diverses mesures à accélérer la rénovation énergétique des immeubles bâtis. Elle vient en complément donc, de différentes dispositions qui avaient été instaurées par la loi relative à la transition énergétique et la croissance verte, déjà en 2015, et plus tard la loi climat de 2019. Donc, très rapidement, la DIL, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association et on remplit une mission de service public en informant gratuitement le public, les professionnels et les collectivités en matière juridique, fiscale et financière concernant tout ce qui touche le logement, donc la location, la copropriété, la rénovation énergétique, l'urbanisme, etc., etc. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les évolutions relatives au DPE collectif. Donc, la loi Grenelle 2 de 2010, elle avait déjà introduit l'obligation d'élaboration d'un DPE collectif à tous les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage et de refroidissement. Il y avait vraiment cette condition requise. Donc, c'était pour les immeubles de plus de 50 lots construits avant 2001. Et progressivement, cette obligation, elle avait été remplacée par une obligation de réalisation d'un audit énergétique plus contraignant pour ces bâtiments-là. Cette distinction, elle se justifiait par le défaut de fiabilité du DPE, dont la méthode de réalisation a été plus tard revue. Je sais que voilà, d'autres personnes vont venir prendre la suite de ces explications. Donc désormais, l'obligation de réalisation d'un DPE collectif, elle est généralisée à toutes les copropriétés dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013. Voilà. Ce DPE, il sera renouvelé tous les 10 ans. L'objectif, bien sûr, c'est d'éradiquer progressivement les immeubles dont l'étiquette énergétique ne serait pas comprise dans la classe, de la classe A à E. Donc il y a une exception, bien sûr, à la réalisation de ce DPE collectif. Ce sont les immeubles qui sont classés A, B ou C, dans un diagnostic qui aurait été réalisé après le 1er juillet 2021. Donc je m'aperçois ensuite sur les dates relatives aux entrées en vigueur progressives, là qui manque quelque chose. Donc il y a une entrée en vigueur progressive de ces dispositions. Donc c'est pour les immeubles de plus de 200 lots à compter du 1er janvier 2024. Pour les copropriétés comprenant de 51 à 200 lots, c'est à compter du 1er janvier 2025 et à compter du 1er janvier 2026 pour les copropriétés de moins de 51 lots. On passe au diagnostic technique global, toujours dans la même idée de simplifier la réalisation des travaux. La loi, elle articule les dispositions du diagnostic technique global avec les dispositions du projet de plan pluriannuel de travaux, donc on en parlera tout à l'heure. Puisque la loi climat, elle a renforcé le rôle du plan pluriannuel de travaux, dont la nouvelle version entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, donc très bientôt. Le diagnostic technique global, donc pour rappel, il est obligatoire pour les immeubles de plus de 10 ans et qui sont mis en copropriété, ou pour les copropriétés avec des désordres potentiels. Donc en pratique, ça concerne les immeubles qui font l'objet d'un arrêté administratif, donc lié à l'insalubrité ou au péril ou à la sécurité. Pour les autres copropriétés, il y a une obligation de mise au vote, pas de réalisation. Voilà.
Donc, entrée en vigueur progressive du DTG, donc à compter du 1er janvier 2023, toujours pareil pour les copropriétés de plus de 200 lots. 1er janvier 2024 pour les copropriétés comprenant de 51 à 200 lots et au 1er janvier 2025 pour les copros de moins de 51 lots. Donc, la réalisation d'un projet de plan pluriannuel de travaux a désormais une valeur obligatoire pour les copropriétés d'habitation de plus de 15 ans. Voilà, c'est une obligation de mise au vote. Ce projet de plan pluriannuel de travaux, il comprend une liste de travaux nécessaires avec échéancier pour ceux à réaliser sur les 10 prochaines années, une estimation sommaire de leurs coûts et leur hiérarchisation, une estimation du niveau de performance énergétique atteint à l'issue des travaux. Donc cette obligation, elle ne concerne pas les immeubles qui ont réalisé un DTG qui ne ferait pas apparaître de préconisation de travaux sur les 10 ans à venir. Et donc ce plan, il est réalisé à partir d'une analyse du bâti et des équipements et des PE et des TG éventuels. Il est réalisé par un professionnel qui répond à une exigence de compétences et de qualification et de garantie. Également une entrée en vigueur progressive, donc 1er janvier 2023 pour les copros de plus de 200 lots, on retrouve le même calendrier, 1er janvier 2024 pour les copropriétés de 51 à 200 lots et 1er janvier 2025 pour les copropriétés de moins de 51 lots. Donc on est bien d'accord qu'il s'agit d'une obligation de mise au vote et pas bien sûr de réalisation des travaux. On réfléchit aux modalités de réalisation de ces travaux. Dans le fonds de travaux, un petit rappel, donc il est obligatoire pour les copropriétés d'habitation de plus de 10 ans et il doit représenter au moins 5% du budget prévisionnel. Donc voilà, c'est un échelonnement de l'effort financier pour les copropriétaires, puisqu'on les oblige à cotiser pour la réalisation de ces travaux pour qu'ils représentent un coût financier moins important pour eux. Donc quelques aménagements. Son montant, il reste à 5% du budget prévisionnel minimum, bien sûr. Mais s'il y a un plan pluriannuel de travaux qui a été adopté, on l'augmente de 2,5% en plus des 5%. Donc 7,5%. Il y a une modification sur l'exigence d'ancienneté de la copropriété. Maintenant, le fonds de travaux il est obligatoire pour les copropriétés qui ont au moins 5 ans et plus de 10 ans. Il n'est plus question de dispense puisqu'il était possible de sortir de cette obligation d'instauration d'un fonds de travaux si le plan pluriannuel de travaux ou le DTG ne prescrirait pas de travaux, si la copropriété, comme je vous l'ai dit, avait moins pardon, ça je ne l'ai pas évoqué, moins de 10 lots, ce n'était pas obligatoire, mais aujourd'hui, suppression de ces dispenses. Alors, diminution donc également de la nature des travaux qui peuvent rentrer dans le champ qui peuvent être financés par le fonds de travaux, pardon. Donc, il peut servir à l'élaboration d'un projet de plan pluriannuel de travaux d'un DTG. Il peut permettre également il peut servir à financer des travaux prévus dans le plan. Il peut servir à financer des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence ou des travaux aussi nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et aussi à la réalisation des travaux d'économie d'énergie. Donc, il y a également une possibilité de voter la suspension du fonds de travaux qui est intégré donc à la loi si son montant dépasse le budget prévisionnel et également plus de la moitié du montant des travaux prévus au plan pluriannuel de travaux. Donc, pour rappel, les sommes qui sont versées au fonds de travaux, elles restent acquises au syndicat et en cas de vente des lots, il n'est pas possible de les récupérer pour les copropriétaires. Donc, entrée en vigueur progressive de ces nouvelles obligations relatives au fonds de travaux, 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots, 1er janvier 2024 pour les copropriétés de 51 à 200 lots et 1er janvier 2025 pour les copropriétés de moins de 51 lots. Alors, des petites évolutions relatives aussi à les installations d'infrastructures de recharge de véhicules
électrique. Donc il y a un nouveau mécanisme de financement sans frais pour le syndicat des copropriétaires. Au profit de, donc ça va relever de la responsabilité du gestionnaire du réseau Enedis ou d'un opérateur privé. Voilà, il s'agit d'inciter les copropriétaires à se doter de ce genre d'équipement. Et donc le législateur a introduit cette porte d'entrée plus favorable. Le coût par la suite, il sera répercuté uniquement aux utilisateurs qui souhaiteraient bénéficier du service. Et donc il faudra qu'il y ait une convention qui soit signée entre le syndicat et le prestataire pour la réalisation, les conditions de réalisation de ces travaux, et également qu'on détermine le point d'accès et toutes les modalités pour les interventions ultérieures. Alors, la mise en place d'un droit de surplomb pour la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur. Donc, en pratique, les travaux d'isolation thermique par l'extérieur peuvent s'avérer difficiles à entreprendre en limite de propriété, puisque voilà, ça impliquerait donc de dépasser sur le fonds voisin. Donc, il y a un nouvel article qui a été créé au sein du Code de la construction et de l'habitation et qui instaure pour le propriétaire du fonds voisin un droit de surplomb de 35 cm. Donc, on peut réaliser une isolation qui dépasserait chez le voisin de 35 cm pour, bien sûr, l'isolation thermique par l'extérieur et en contrepartie d'une indemnisation préalable. Voilà, cela suppose donc qu'il n'y ait pas d'autres solutions techniques possibles. Et il y a une autre condition également, c'est que la hauteur de cette isolation thermique par l'extérieur, elle ne doit pas dépasser 2 mètres au moins. S'agissant donc de la mise en œuvre, des décrets sont venus préciser comment en pratique ça devait se mettre en place. Donc il faut qu'il y ait une notification avant travaux qui soit faite au propriétaire voisin. Celui-ci a 6 mois pour s'opposer, donc pour motif légitime et sérieux. Donc c'est-à-dire que l'usage présent ou futur de sa propriété, il y aurait pour motif légitime et sérieux, il faudrait que le propriétaire démontre qu'il y a une intention, on va dire, que le propriétaire voisin entend empiéter sur la propriété, non pas réellement pour la réalisation de l'isolation thermique par l'extérieur. Et sinon, il peut s'opposer s'il arrive à démontrer qu'il est possible de réaliser cette isolation par d'autres biais techniques. Si jamais en cas de litige, c'est le juge qui se saisit de cette question, c'est le copropriétaire voisin qui le saisit, et c'est lui qui peut fixer une indemnité et décider si effectivement le droit de surplomb est légitime ou pas. Il faudra ensuite donc déterminer dans un acte authentique, donc auprès d'un notaire, les conditions de ce droit de surplomb si les parties sont d'accord, ou sinon ce sera le juge qui pourra trancher cette question comme je vous l'ai dit. Donc le droit de surplomb, il disparaît en cas de destruction du bâtiment ou en cas d'autorisation administrative de construire octroyée sur le fonds voisin. Et donc pour conclure, un petit point sur la décence énergétique et le renforcement des caractéristiques, le renforcement progressif des normes de décence qui ont été incluses dans la loi. Donc pour rappel, la décence la performance énergétique, elle figurait déjà dans les critères de décence, mais pas de façon précise. Donc, désormais, il y a un calendrier qui est instauré dans la loi. Et progressivement, donc à compter du 1er janvier 2023 jusqu'en 2034, les logements qui ont une étiquette énergétique allant de G à E vont être considérés comme non décents, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus être mis à la location. Donc pour le moment, l'échéance la plus proche, c'est le 1er janvier 2023. Elle concerne les logements qui ont une étiquette G, mais la plus mauvaise des G, donc c'est qui ont une consommation en énergie finale supérieure à 450 kWh par mètre carré par an. Donc à compter de janvier 2023, ces logements seront non décents et on ne pourra plus les mettre à la location. À partir de janvier 2025, ce sera tous les logements G. À partir de 2028, tous les logements classés F. Et à partir donc, de 2034, tous les logements classés E. Donc il y aura une obligation de réalisation de travaux si le propriétaire entend louer ces logements. Il y aura une exception donc, qui concerne la copropriété. Parce que voilà, le locataire disposera d'un recours contre le propriétaire pour le forcer
à faire des travaux. Mais cette exception, ça pourra être... le propriétaire bailleur devra démontrer qu'il a fait toutes les diligences nécessaires auprès de la copropriété pour réaliser les travaux et que la copropriété aurait refusé donc, de la réalisation des travaux. Et la deuxième exception sera à compter du 1er janvier 2025. Il faudra justifier de contraintes architecturales ou patrimoniales qui ne lui permettent pas l'accès et donc l'atteinte à ce niveau de performance énergétique minimale. Voilà, on peut penser à les logements situés dans les centres-villes et qui ne peuvent pas toujours faire l'objet de travaux de rénovation de cette ampleur. Donc après, bon, voilà, le juge aura toujours un pouvoir de modulation de ces questions-là et on peut s'attendre à un contentieux assez important. Donc je vais passer maintenant la parole, si vous voulez rester assis, à la société SCO. Bonsoir à tous. Donc je suis Monsieur Menotti du bureau d'études Axéo. Nous sommes à la fois bureau d'études et maître d'œuvre dans la rénovation énergétique. J'ai fait le choix de ne pas vous faire de présentation visuelle, puisque je vais m'appuyer un petit peu sur ce qu'a dit Monsieur Guérard et puis précédemment Ladile. Et je vais revenir peut-être en amont, puisque là on est parti un peu tout de suite sur, on est dans une démarche de travaux, on voit qu'il y a des contraintes réglementaires, hein, puisque la présentation précédente est assez technique, elle vous parle de contraintes réglementaires, donc avant de se focaliser que sur des contraintes, il y a des vraies opportunités. Et puis, je rebondirai aussi sur la présentation de Monsieur Guérard, qui, elle, est très chronologique, avec que mettre en place pour pouvoir arriver à la finalité des travaux. Voilà. Et la première question qu'on se pose, c'est pourquoi faire une rénovation énergétique ? Alors là, je vais vous demander d'être un peu interactif. Est-ce qu'il y en a, ça a l'air bête comme question, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des raisons particulières, ou des idées, pourquoi faire de la rénovation énergétique aujourd'hui? Des économies, oui. Alors on va dire que c'est l'argument premier, mais est-ce qu'il y en a qui ont peut-être des sujets de problèmes de confort? Ouais, confort, ça peut être... Est-ce qu'il y a d'autres... Pour les propriétaires, par exemple, les propriétaires bailleurs, est-ce que vous n'avez pas d'autres contraintes? Pardon? Exactement. Et puis vous aussi, le mur avec les étiquettes FG qui, à un moment donné, vont vous arrêter. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, en vous posant cette question-là, on se rend compte qu'il y a plusieurs en fait, besoins. Alors qui vont tous un peu dans le même sens, mais il y a différents besoins. Et c'est la même chose pour les besoins de chaque copropriété. Chaque copropriété va vouloir faire des travaux à chaque fois pour une raison différente. Donc l'objectif, c'est d'abord de définir le besoin. Et l'objectif, c'est de faire coller, on va dire, tout ce qui est contrainte réglementaire de manière intelligente avec vos besoins. Donc vous avez vu par-ci par-là qu'il y a une obligation, précédemment il y avait une obligation de faire un audit énergétique sur les immeubles à chauffage collectif. Peut-être certains parmi vous ont connu cette obligation? Oui, merci. Il y a une obligation de DPE collectif. Il y a une obligation de plan pluriannuel de travaux. Donc il y a différentes opportunités, différentes contraintes, mais qui sont en fait des opportunités. Puisque à ça se croise l'opportunité aujourd'hui de pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov', qui est un dispositif, donc là peut-être je vous redonne un peu la parole par rapport à MaPrimeRénov'. Si on arrive, en gros, si on arrive à démontrer qu'on arrive à faire 35% d'économie d'énergie, on a un minimum de 25% des travaux qui sont financés. Voilà. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avancer progressivement dans la démarche. Et M. Guérard, tout à l'heure, parlait d'entonnoir, c'est complètement ça, puisqu'au départ, on a une vision assez large de ce que peut être la rénovation dans ma copropriété. Et l'objectif, c'est de faire pas après pas, de resserrer un peu son champ de vision et au bout d'un moment, d'être précis, de savoir que je veux faire tel et tel travaux, que je vais avoir telle et telle aide. Et donc, je vais pouvoir être clair avec chaque copropriétaire, dire voilà, si on va dans cette direction de travaux, on va pouvoir avoir tant et ça va nous faire tant d'économies. Ça, c'est voilà, c'est factuel, c'est pragmatique, ça va être la démarche de chacun pour pouvoir avancer. Donc, aujourd'hui, on parlait de contraintes réglementaires, notamment, on va dire que la première contrainte réglementaire concerne le plan pluriannuel de travaux,
qui en gros, demain, l'objectif, c'est de pouvoir dire, voilà, sur les 10 prochaines années, quels sont les investissements que je dois porter dans ma copropriété pour maintenir ma copropriété en état et puis pour faire des économies. Voilà, donc ça, c'est une obligation qui va vous arriver progressivement. Donc on a vu qu'il y a des obligations qui concernent d'abord les copropriétés de plus de 200 lots. Ensuite viennent les copropriétés de plus de 50 lots et dans un troisième temps, les copropriétés de 50 lots. Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de croiser, et c'est le conseil en fait dès ce stade-là que je peux avancer, c'est qu'on va essayer de faire vivre ce contexte réglementaire, ces contraintes, les transformer en opportunités de prise de décision, d'outils de prise de décision. Mais ça pourrait être autre chose, puisque si aujourd'hui je suis peut-être déjà dans une démarche de travaux avancés, peut-être que ma première étape, c'est pas forcément faire un plan de travaux pluriannuel, c'est peut-être que c'est déjà à ce stade construire une démarche de maîtrise d'œuvre. L'objectif d'un plan pluriannuel de travaux, c'est tout de suite parler de généralité, d'avoir on va dire un regard à 360 degrés sur ma copropriété. Mais peut-être que mes problèmes, je les connais déjà. Je sais déjà que j'ai une fuite sur mon étanchéité. Je sais qu'il y a une lézarde dans le couloir du 5e étage. Donc peut-être que dès ce stade-là, dès le départ, je peux aller plus vite. Voilà. Mais l'objectif, c'est dès le départ, c'est redéfinir son besoin. Voilà. Identifier les contraintes réglementaires que j'ai et voir si je peux les utiliser comme des outils de prise de décision. À partir du moment où j'ai cette première étape, c'est-à-dire une vision au travers d'un audit, qui peut être tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir faire étape par étape, avancer. Après un audit, je vais dire, voilà, si on fait tel et tel travaux, je vais pouvoir faire tant d'économies, ça va me coûter grossièrement tant, et au fur et à mesure, je vais affiner. En termes d'investissement, finalement, c'est plus, c'est moins. Et j'avance en termes d'études de faisabilité, et j'arrive jusqu'à la finalité des travaux. Voilà pour, grosso modo, j'ai essayé de démystifier un peu les contraintes réglementaires qui sont nombreuses. Merci pour cette présentation, puisque on a vu précédemment, de par votre présentation, qu'il y avait pas mal de contraintes réglementaires. On a vu aussi que le parcours, la chronologie, c'était un entonnoir qui prenait du temps, mais il faut juste se poser les questions. C'est pourquoi je fais la rénovation énergétique ? Par rapport à telle contrainte réglementaire, quel est l'outil que je peux utiliser pour pouvoir avoir une vision claire de la direction à prendre? Et au fur et à mesure, voilà, j'avance dans cet entonnoir de prise de décision. Je vous laisse peut-être me couper, préciser, Monsieur Guérard. C'est ça en fait, c'était la partie choix du type d'étude. Quelles sont les obligations? Quels sont les différents types de méthodes de calcul entre justement voilà, le DTG, le DPE collectif, la méthode qui est demandée par le PPPT? Quelles sont les prestations actuelles sur le marché? Il y a les offres privées, il y a les offres Rénov'-Occitanie qui seront présentées tout à l'heure aussi. Mais on en revient toujours au même point, c'est le diagnostic, c'est vraiment le point initial, justement pour savoir, pour mettre tout à plat et aussi éviter mettre tout le monde à plat aussi dans la copropriété. C'est-à-dire si vous faites un sondage chez vous, il y aura sûrement des gens qui vous diront que la priorité, c'est les fenêtres, l'autre qui diront non, non, c'est la toiture, non, il faut d'abord changer la chaudière. Et en fait, on n'en sait rien tant qu'on n'a pas une prestation extérieure qui vient tout mettre à plat. Alors, on parle de plusieurs types de diagnostics. C'est aussi par rapport donc, aux besoins de chaque copropriété, mais aussi au niveau de l'avancement dans la réflexion de chaque copropriété. On va dire que le basique aujourd'hui, ça serait, mon conseil, ça serait peut-être aujourd'hui, si vous êtes au début d'une démarche de rénovation, de réflexion, ça serait peut-être d'anticiper cette obligation de plan pluriannuel de travaux qui intègre en son sein le DPE collectif. Voilà, ça peut être pertinent d'anticiper une contrainte réglementaire pour avoir une vision en fait, des directions à prendre. Et en fonction des premiers résultats d'un plan de travaux pluriannuel qui intègre un DPE collectif, on peut voir d'abord si on est en calcul DPE supérieur aux 35% qui ensuite peuvent nous donner accès ou pas à l'aide MaPrimeRénov'. À partir de ça, je dirais que c'est la première étape. Ensuite, à partir du moment où je vois que je peux avoir des aides, et bien là, je peux me faire accompagner d'un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va m'accompagner administrativement et techniquement pour pouvoir aller chercher ces aides. Et en parallèle, je construis ma démarche pour pouvoir chercher un maître d'œuvre
puisque l'objectif d'un diagnostic, c'est de pouvoir ensuite devenir pragmatique, concret, et de se transformer en étude de faisabilité et en maîtrise d'œuvre. Voilà pour les grandes étapes. Je voulais aussi insister peut-être sur la notion d'audit énergétique, puisque vous entendrez parler beaucoup de diagnostic de performance énergétique collectif. Vous avez vu ces échéances. À préciser que ce DPE collectif, c'est une nouvelle notion. Le DPE collectif était précédemment réservé aux seuls immeubles à chauffage collectif. Sachez que le DPE collectif, c'est une nouvelle notion. Ça n'existait pas précédemment. Ça concerne tous les immeubles d'habitation. Et ce DPE collectif, il est opposable. Ça veut dire que la méthode de calcul est assez poussée aujourd'hui. Et comme le DPE individuel précédent pouvait être décrié, aujourd'hui le nouveau DPE individuel, on va dire, gagne en qualité. Et l'ambition du DPE collectif, c'est en gros... Alors, le DPE collectif n'aura jamais de valeur de DPE individuel, mais la volonté de ce DPE collectif, c'est d'avoir une vision de la moyenne des DPE de l'immeuble. Voilà. Donc demain, ça sera un outil aussi pour pouvoir tirer vers le haut toutes les lettres individuelles des DPE individuels de chaque appartement. Et je reviens sur la notion d'audit énergétique que vous entendrez aussi en complément. Donc l'audit énergétique aujourd'hui n'est plus une obligation, mais nous le recommandons fortement, puisque c'est un outil qui va permettre de vraiment être précis sur les économies. Autant le DPE collectif est un bon outil d'approche, autant l'audit énergétique sera un outil beaucoup plus précis qui permettra, lui, pour le coup, d'être beaucoup plus précis en termes d'économie. Et ce DPE, et cet audit énergétique sera un vrai outil lors de la démarche de travaux, lors de la conception des travaux, puisque au fur et à mesure que les solutions techniques s'affineront, ces solutions devront être intégrées dans l'audit et on refera mouliner la moulinette de l'audit et on verra si oui ou non on est toujours dans les économies qu'on avait pu espérer dès le départ. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade, sinon on peut passer au moment que tout le monde attend, c'est les aides financières. Je sais que vous êtes venus que pour ça. Moi, j'ai une remarque. Vous dites qu'il faut, à partir du moment où on commence à décider de s'occuper sérieusement de sa copropriété, jusqu'à la fin des travaux, il se passe environ 3 ans. Bon, ça, c'est un état optimiste, parce que moi, j'ai l'habitude de la mienne, copropriété avec 40 personnes, qu'il faut faire bouger, qu'il faut convaincre et tout ça. Mais pendant ces 3 ans, la loi change, elle évolue très très vite. Comment on fait pour la maintenir, pour faire en sorte que l'étude que l'on fait pendant 3 ans soit toujours en adéquation par rapport au début? Alors, c'est malheureusement vrai. Après, il y a cette notion d'entonnoir, encore une fois, c'est-à-dire à chaque étape. Alors, 3 ans, en fait, c'est parce qu'il y a 3 votes obligatoires, en fait, qui doivent forcément passer par en AG. Avec à chaque fois, on amène un peu d'informations. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Et si on continue, on passe à l'étape d'après, et ainsi de suite. Évidemment qu'aujourd'hui, on est les premiers à la regretter. Ça fait des années qu'on le fait remonter, qu'on a besoin de plus de stabilité sur les dispositifs d'aide financière et ainsi de suite. La seule réponse que je peux vous faire aujourd'hui, c'est que à chaque assemblée générale, donc audit, diagnostic, scénario de travaux et vote définitif des travaux, l'objectif justement de l'entonnoir, c'est d'apporter à l'assemblée générale les informations les plus précises à l'instant T de ce qu'on sait. C'est la seule chose qu'on peut vous proposer, c'est-à-dire que voilà, je vais vous parler là des aides financières qu'on a aujourd'hui. Si je dois intervenir dans votre copropriété dans 2 ans pour parler des aides financières et que les règles ont changé, nous, on affinera. Mais on ne peut pas anticiper aujourd'hui, malheureusement. Après, ce que disait M. Menotti aussi est juste, c'est que même si le nom des dispositifs réglementaires d'audit, justement, change, les méthodes de calcul restent grosso modo les mêmes, on va dire, c'est un peu la même base. L'état des lieux du bâtiment reste le même et du coup, un bureau d'études peut actualiser justement les calculs. Alors, oui et non, mais c'est pour que l'échange soit un peu dynamique. Oui, en effet, vous avez raison. On peut mettre à jour des audits énergétiques. C'est pour ça que vous posez la question. Si je fais tout ça dans 2 ans, si ça change, qu'est-ce qui se passe?
un audit énergétique, pour le coup, vous n'avez pas de contraintes réglementaires autour de cet outil. C'est un vrai outil qui est intemporel, qui aujourd'hui n'est plus lié en fait à une réglementation. Donc si vous avez cet outil, il servira dans tous les cas pour cadrer les travaux. Ça, c'est la partie audit énergétique. La partie DPE, du coup, qui est une nouvelle notion et qui, et pour le coup, c'est pour ça que je rebondissais, c'est complètement différent de l'audit énergétique, puisque là, c'est vraiment des logiciels dédiés. Le DPE, lui, a priori, l'ambition, c'est de le refaire tous les 10 ans. Donc, a priori, on est parti pour 10 ans sur la partie DPE. Et ensuite, pour revenir sur les aides, puisque MaPrimeRénov' aussi, c'est un dispositif qui est encore actif aujourd'hui, qui sera actif l'an prochain ou pas, Monsieur Guérard? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, dans l'accompagnement MaPrimeRénov', l'assistant à maîtrise d'ouvrage, à un moment donné, très tôt, s'engage et dit c'est bon, si on fait ces travaux, on peut y aller. Et donc à partir de ce moment-là, on bloque aussi les aides. Donc c'est pas, voilà, c'est pas je saurais rembourser des aides en fin de travaux. Par contre, à un moment donné, on a dit oui, le système de maîtrise d'ouvrage s'est engagé et les aides sont débloquées. Juste deux éléments que je n'ai pas vu évoquer et qui sont intéressants. Vous m'entendez? Bien. Le premier, c'est qu'il est très important d'évoquer la question de la qualité de l'air intérieur. C'est un vrai problème dans beaucoup de copropriétés où on a des ventilations qui sont moyennes à pas très bonnes, des gens qui changent des fenêtres et qui ne mettent pas les bonnes entrées d'air. Enfin bref, un travail qui est totalement négligé, mais qui pourtant a beaucoup d'importance sur le résultat. Quelqu'un parlait de confort tout à l'heure, c'est plus que du confort, c'est de la santé. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que dès qu'on a affaire à un chauffage collectif, on a souvent affaire à un exploitant de chauffage. Ça fait plus de 30 ans que je tape sur la tête des exploitants de chauffage, ils ne comprennent pas. Par contre, les syndics pourraient proposer, ou les conseils syndicaux pourraient proposer des contrats avec intéressement aux économies d'énergie qui existent depuis 75 ou par là. Enfin, ça fait très longtemps que ça existe. Et personne ne parle de cela, jamais. Alors que c'est très important, je pense, pour arriver à piloter correctement un système de chauffage, que l'isolation ait été faite ou pas. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. En effet, tout ce que vous dites est pertinent. Mais ça veut dire que là, pour le coup, on n'est pas à la première étape. Là, on est un petit peu au niveau de l'audit énergétique, puisqu'il me semble que vous êtes expert. Vous êtes ingénieur thermicien, donc je reconnais ces remarques pertinentes. Évidemment que le DPE sera peut-être un peu light, et si on est vraiment dans une démarche un peu plus de travaux, l'audit énergétique, c'est pour ça que je voyais l'importance d'en reparler. L'audit énergétique, évidemment, avance tous ces sujets, puisque l'audit énergétique, dedans, a une première analyse du contrat de chauffage, a aussi un chapitre sur la partie exploitation, mais aussi, évidemment, quand on propose demain de faire de l'isolation par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va rendre étanche l'enveloppe, évidemment, il faut se poser la question de renouveler l'air, puisqu'aujourd'hui, sur une résidence des années 60-70, le renouvellement de l'air est bien souvent fait par de la ventilation naturelle ou même par des infiltrations autour des fenêtres. Donc à partir du moment où, évidemment, on rend le bâtiment étanche, il faut s'assurer que l'air est bien renouvelé. Et en effet, quand vous parliez de santé, c'est aussi un des sujets de l'audit énergétique. Sur la partie contrat de chauffage, je suis d'accord avec vous. C'est un sujet qui est extrêmement complexe parce qu'il mêle le technique, le juridique et le financier. Et c'est vrai que les contrats de chauffage, c'est une horreur absolue dès qu'on y met le nez dedans. Et les exploitants sont souvent en position de force, puisqu'en face, au niveau de la copropriété, c'est compliqué d'avoir les informations là-dessus et la compétence pour tout bien comprendre. Par rapport à ça, je vous répondrai qu'il existe deux choses. En fait, nous, en tant que mission de service public, Toulouse Métropole Rénov', on peut accompagner à la lecture, à la compréhension des contrats, notamment des rapports d'exploitation, des contrats, et voilà, analyser comment ça s'appelle, l'intéressement aux économies de chauffage et tout ça. Les contrats avec intéressement. Les contrats avec intéressement. Oui, les contrats avec les clauses. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Toutes les clauses spécifiques.
Il y a des documents qui existent, il y a des formations qui existent là-dessus. Nous, on peut proposer une première lecture. Après, c'est du travail collectif, c'est-à-dire qu'il faut un investissement du conseil syndical, il faut un investissement du syndic pour aller récupérer tous les documents produits contractuellement par l'exploitant, que sont les rapports d'activité. Puis après, il faut du temps et de la matière grise pour s'échauffer le cerveau, pour essayer de tout comprendre. Mais ça fonctionne. L'autre chose, qui est donc ça, cet accompagnement que nous, on peut proposer, c'est gratuit. Après, il faut savoir aussi qu'il existe chez les bureaux d'études, chez les professionnels, des missions d'AMO, renégociation de contrats de chauffage et suivi de contrats également sur certains bureaux d'études qui ont développé cette compétence. Et c'est un peu comme pour la maîtrise d'œuvre. En fait, vous payez quelqu'un pour bénéficier de sa compétence et en échange de ce prix, il y a une part d'engagement et de responsabilité. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est souvent vécu en Assemblée Générale comme une dépense supplémentaire, mais sur des copropriétés importantes avec des budgets de chauffage qui chiffrent très très vite, mettre quelques milliers d'euros de prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour économiser 5-10% sur son contrat de chauffage chaque année, c'est extrêmement rentable. Donc voilà, il y a ces deux choses. Évidemment, c'est du travail, mais il peut y avoir un travail du conseil syndical, du syndic, qu'on peut appuyer gratuitement, voir ce que ça donne, voir poser les bases pour argumenter à l'Assemblée Générale sur est-ce qu'on se prend une mission professionnelle, privée, pour aller plus loin. Je voudrais juste insister, vous l'avez dit en filigrane, mais avant de s'intéresser au contrat, étudier les charges de la copropriété, etc., il faut d'abord la connaître. Et vous l'avez un peu dit, mais l'audit énergétique, c'est vraiment quelque chose qui va permettre en fait de bien connaître sa copropriété, quels sont les points forts, les points faibles, et qu'est-ce qu'on peut faire, combien ça coûte et combien ça va faire économiser. On ne maîtrise bien que ce qu'on connaît bien, en fait. Oui. Merci. Oui, alors pour le chauffage, c'est important d'en parler puisque je pense que aussi c'est un sujet d'actualité, puisque qui dit chauffage dit souvent gaz. Alors c'est pas tout à fait le cas partout. Donc on se dit aussi, est-ce que je vais attendre 3 ans pour faire des travaux d'économie d'énergie? Non, on peut aussi se dire, même si parfois c'est incompatible avec ma prime rénov', on peut se dire peut-être que tout de suite je peux avoir des actions. Et je fais juste une petite parenthèse puisqu'on rebondit un peu sur le sujet du chauffage. Vous parliez de renégociation du contrat possible. Renégociation du contrat, ça veut dire le contenu du contrat, le périmètre du contrat, mais c'est aussi toujours pour moi intégrer aussi des travaux, avoir une vision de travaux. Pourquoi? Parce que on vous parle de température de consigne aujourd'hui de 19 degrés, d'accord, pour les fameuses économies que nous allons réaliser tous faire cet hiver, sauf que 19 degrés dans tous les appartements, c'est pas toujours possible. Donc voilà, j'illustre un peu le fait que demain, un des axes de travail, c'est le chauffage, avec notamment l'équilibrage, ou travailler sur des organes de régulation pour mieux équilibrer et avoir ces fameux 19 degrés. Oui, bonjour. Quels sont les frais de copropriété pour les locaux commerciaux qui sont par moitié dans un immeuble d'habitation? Quand vous dites les frais, c'est-à-dire au niveau les frais de DPE, de la répartition. Les frais par rapport à une obligation que vous n'auriez pas, c'est ça? Oui. Oui. Je ne sais pas du tout par rapport à quel article. Est-ce que les obligations sont les mêmes? Alors les obligations, elles concernent les locaux d'habitation, là, donc les locaux commerciaux. Elles concernent après, en termes les de locaux frais, professionnels, quoi, hein, les locaux commerciaux. Oui, locaux d'habitation. Et mais il n'y a pas de surcoût supplémentaire pour un local commercial où on réaliserait ce type de diagnostic après. Mais, il n'y a pas de... mais les obligations, elles concernent les locaux d'habitation. D'accord, merci, c'est ce que je voulais savoir. Alors, par contre, en tant que... vous avez quoi? C'est un magasin que vous avez? Je vous réponds. Est-ce que c'est un magasin que vous avez? Oui, voilà, donc c'est une activité tertiaire. Donc aujourd'hui, l'activité tertiaire a une obligation, c'est une obligation de résultat, mais ça concerne les bâtiments de plus de 1000 m². Donc si en cumulé, dans votre résidence, vous aviez en cumulé plus de 1000 m² d'activité tertiaire, vous auriez une obligation qui, là, pour le coup, plus une obligation de résultat. En gros, pour 2030, il faut faire moins de 40% d'économie d'énergie. Oui, pardon, excusez-moi. Je voulais savoir, une fois qu'on a fait le PT, le DPE, les recherches énergétiques, qu'on a un plan de ce qui va ou va pas sur la résidence,
est-ce qu'on a une obligation de délai pour mettre en place les travaux nécessaires? Et est-ce qu'il y a cette finalité des 10 ans jusqu'au prochain renouvellement ou mise à jour de ces documents? Ou est-ce que c'est juste une liste pour information et dans ces cas-là, la copropriété fait ce qu'elle veut avec? Alors, je parle sous le contrôle de l'ADIL, mais en fait, aujourd'hui, la seule interdiction réelle qui pèse, c'est l'interdiction de location des passoires énergétiques pour les bailleurs. Il y aura peut-être un jour une interdiction de vente, mais c'est pas ça. Après, il n'y a pas d'obligation de faire des travaux aujourd'hui. Après, il y a des obligations ponctuelles. Il y a un décret de 2016 qui dit que quand on fait un ravalement de façade sous certaines conditions ou une rénovation de toiture, on est obligé d'isoler. Après, il y a des obligations ponctuelles sur certains types de travaux, c'est-à-dire de performance. Vous devez changer une chaudière, vous devez changer vos fenêtres, vous n'avez pas le droit de mettre du simple vitrage ou une chaudière qui n'est pas à condensation, mais c'est lors de l'entretien classique. Tous les diagnostics obligatoires, ils n'ont pas vraiment pour vocation de vous obliger à faire des travaux, c'est plutôt, on est encore en phase incitation. Lorsque vous aurez des travaux d'entretien classiques dans la vie du bâtiment, pensez à essayer d'aller chercher plus de performance énergétique ou aller vraiment plus loin là-dessus. D'accord. Parce que, bon, là, je vois sur la résidence où on est, ça fait plusieurs années qu'il y a des problèmes de toiture. Donc, je suppose que si on faisait ces fameux diagnostics, ça remonterait. Ça veut dire que des nouveaux propriétaires qui achèteraient un appartement au dernier étage et qui se retrouveraient par exemple avec des infiltrations d'eau, s'il y a eu ces fameux diagnostics, est-ce que du coup, légalement, ça engage la copropriété, comme ils étaient au courant du problème, plus que d'habitude? Comment ça... Là, après, c'est au niveau de la vente que ça se gère. C'est au vendeur d'informer l'acquéreur des désordres qu'il y a sur la copropriété. Il y a des documents qui doivent être obligatoirement communiqués au candidat acquéreur au moment de la cession d'un lot de copropriété. Et effectivement, l'acquéreur, il dispose d'un recours, pas contre la copropriété, mais contre le vendeur qui aurait volontairement camouflé un problème sur la copropriété. Mais des infiltrations, si elles sont importantes sur la toiture, normalement, je pense que ça va être difficile à camoufler et c'est un petit peu risqué pour le vendeur. Et donc, je pense que non, ça devrait... Oui. En gros aujourd'hui, l'acheteur sera au courant des travaux à venir sur les 10 prochaines années. Donc, ces travaux-là devront être identifiés. Donc, il n'aura pas forcément l'obligation, le vendeur, de faire ces travaux. Par contre, ce sera évidemment un levier de négociation. Demain, c'est sûr que entre l'achat de 2 appartements, on jugera aussi le plan de travaux qui va avec. Donc ça veut dire que si par exemple un syndic de copropriété ne met pas en place, ne vote pas certains travaux et que ça vient à pénaliser un vendeur, comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, c'est jamais le syndic, c'est la copropriété. C'est important de le préciser. Oui, c'est pour ça que, évidemment, on est dans des décisions collectives, souvent pour faire des économies d'énergie, notamment. Donc non, ce sera le même problème que vous pouvez connaître sur d'autres sujets. C'est toujours pareil, c'est la décision collective qui sera souveraine. Et pour informer l'acquéreur, il y a les 3 derniers PV d'AG qui doivent être communiqués lors de la vente. Normalement, sur les 3 dernières années, en tout cas les 3 derniers PV d'AG, il a pu se rendre compte qu'il y avait des travaux qui allaient être réalisés, que visiblement il y avait des désordres sur la copropriété. Donc il doit être informé de ça. Donc 3 derniers PV, normalement, il doit être en mesure de s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, en fait, l'audit n'est pas opposable, n'est pas légalement opposable. Donc c'est du porté à connaissance. C'est une étude, en fait, qui permet de prendre des décisions en connaissance de cause. Dernière question, après on passe aux aides financières, si ça vous va. Oui, je vais aller un peu dans le sens de la personne qui est intervenue avant. C'est-à-dire que moi, je suis copropriétaire habitant. Et on est un certain nombre de copropriétaires habitants à avoir quand même ce qu'on appelle l'intelligence du site. Et donc, on sait qu'il y a certains endroits où il faudrait mettre des isolations en extérieur. Simplement,
on est à 50-50 avec des investisseurs. Et ceux-là, ils n'ont pas vraiment envie de payer une rénovation. Et c'est un vrai problème. Je voudrais savoir sur quelle possibilité quand même législative on peut arriver quand même à imposer à ce que les choses soient faites normalement dans notre copropriété. Juste sur le principe, en fait, puis je vais peut-être passer la parole, mais sur le principe, c'est bien pour ça que, vous voyez, la réglementation évolue, elle devient de plus en plus contraignante, de façon à mettre finalement de plus en plus de pression sur les propriétaires, sur les copropriétés, de manière à ce qu'ils rénovent, effectivement. Mais ça se fait progressivement. Oui, pour vous répondre, le débat entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, le levier qui permet de faire bouger, entre guillemets, les propriétaires bailleurs, c'est principalement la notion de passoire énergétique avec les lettres F et G qui vont apporter des contraintes sur la location. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure aussi, il va y avoir des contraintes sur les annonces immobilières qui vont devoir préciser que les logements sont énergivores lors de la vente. Il y aura l'obligation de réaliser, j'en ai pas parlé trop non plus aussi, l'audit, il est plus obligatoire en copropriété, mais il est obligatoire pour les ventes de l'eau, il est obligatoire pour les monopropriétés qui ont une mauvaise étiquette énergétique et il sera obligatoire pour la vente de l'eau, donc qui ont une étiquette énergétique classée F, G et E de mémoire. Voilà. Donc, progressivement, il y a de plus en plus de contraintes et en espérant qu'avec un travail de pédagogie auprès des copropriétaires, ça fasse un petit peu bouger les choses. Une chose aussi, c'est vrai que l'argumentation pour la rénovation énergétique, pour les bailleurs et pour les propriétaires occupants, effectivement, elle est un peu différente. Après, on la porte collectivement et ce qu'on défend, alors il y a la partie obligation, mais il y a la partie aussi incitation et montrer qu'une rénovation énergétique, ce n'est pas forcément un investissement perdant sur le long terme, à définir long terme. Et du coup, je reviens sur ce que je disais, sur se fixer des objectifs intermédiaires. Un bailleur, on peut le voir comme quelqu'un qui va gérer un patrimoine, qui va gérer un bien. Et du coup, la notion d'anticipation, elle est importante. Il va peut-être, un des arguments à lui opposer, c'est lui dire, oui, mais c'est important de savoir sur ce bâtiment dans lequel tu as un appartement, à quoi tu dois t'attendre comme dépenses contraintes sur plusieurs années, et pour chaque dépense contrainte, quelle option d'amélioration il peut y avoir, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que tu peux avoir comme aide, et du coup, le seul moyen de le savoir, c'est faire un audit. Et tu vois que le diagnostic, dans la prochaine Assemblée Générale, le montant, il est de quelques centaines d'euros, et ainsi de suite. Se concentrer sur cet objectif, pas forcément viser les travaux, d'abord viser l'objectif de l'audit. Et sur l'audit, avec l'état des lieux et tout ce qu'on peut attendre d'un audit, c'est-à-dire proposition de travaux, finalement l'isolation par extérieur, c'est pas si cher que ça. Ah ouais, finalement en termes d'aide financière, c'est pas mal. Ah ouais, en termes de gains énergétiques, j'étais en classe F, je passe en classe C, je suis tranquille pour un bon moment pour la réglementation. Ah, mais en fait, en augmentation de valeur du bien, on est entre 5 et 10%, c'est intéressant. Ah, mais par rapport au loyer, je vais pouvoir l'augmenter un petit peu. Tout ça, c'est des arguments qui sortiront après l'audit, mais votre premier objectif, c'est d'essayer de lui dire, jouons la collectif, c'est un immeuble qu'on a tous ensemble, quel que soit notre statut de propriété, et on a tous envie de le valoriser, et le meilleur moyen, c'est d'anticiper. Et anticiper, ça commence par un audit. Et une fois qu'ils ont voté l'audit, après, on verra par la suite. Mais au moins, fixez-vous comme premier objectif d'avoir un audit pour avoir une base de discussion très qualitative, exhaustive, pour après enchaîner sur la suite. Et juste pour préciser une dernière chose, pour faciliter la prise de décision en Assemblée Générale et éviter les blocages, en 2019, il y a eu une grosse réforme de la copropriété. Il y a la passerelle, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif qui permet de voter des dispositions qui seraient prises à la majorité absolue. Vous savez, la moitié des copropriétaires, vous connaissez les majorités, articles 24, 25. Il y a une possibilité de passerelle, c'est-à-dire de faire voter à la majorité simple, à la majorité de l'article 24, les travaux de rénovation énergétique qui ne passeraient pas à l'article 25. Et on revote en AG à une majorité plus faible qui n'aurait pas pu être obtenue en premier vote.
Et ça a été facilité par la réforme en 2019, pour éviter les blocages. Non, normalement, on arrive quand même souvent à atteindre un minimum cette majorité-là. La majorité de l'article 24, c'est la moitié des copropriétaires présents et représentés. Voilà. Alors, combien coûte un audit pour, mettons, une résidence de moins de 50 lots, construite dans les années 2010 ? Combien coûte un audit pour une résidence de moins de 200 lots, pareil, construite dans les années 2010 ? Une fourchette de prix. Oui, là, je vous balançais, c'est même une louche, hein, même pas une fourchette. Non, parce que vous parlez d'audit, mais on parle d'audit en termes génériques depuis tout à l'heure, mais un audit, ça peut être peut-être un plan de travaux pluriannuel avec un DPE collectif, ça peut être un audit énergétique qui a une simulation thermique dynamique. Donc en gros, un audit, ça va de 3 000 à 20 000 euros, en gros, que vous sachiez, c'est à peu près ça. Donc vous me demandiez une fourchette. C'est une question qui peut être posée aux assemblées générales. Exactement. Par les copropriétaires lorsqu'on va leur demander de voter un audit. Exactement, mais après aujourd'hui, nous on est acteurs privés, mais il y a beaucoup d'acteurs privés qui peuvent chiffrer des prestations. Après, il y a aussi des prestations sur des acteurs parapublics. Donc, non, mais en tout cas, les devis, si vous avez la problématique, les devis sont aujourd'hui éditables. Et normalement, si vous avez une question à ce sujet, votre syndic pourra solliciter des acteurs. Alors moi, je peux vous dire que ma copropriété fait 40 appartements. On a fait un audit énergétique très très précis qui nous a coûté aux environs, de mémoire, ça a été fait il y a 7-8 ans, dans les 6 000 euros, 5-6 000 euros. Ça a été très très bien fait, tout bien expliqué. Et sont ressorties deux choses. Ma copropriété, elle date de 1954. Et deux choses sont ressorties qui nous ont énormément refroidi. La première, c'est les problèmes d'humidité, parce qu'il n'y a pas de VMC. Et la deuxième, qui est très 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 importante, c'est les problèmes de l'isolation phonique entre les appartements. C'est-à-dire que de faire l'isolation par l'extérieur, aller faire caisse de résonance, plus. Voilà. Et ça, on entendra les gens soupirer, c'est impossible à envisager. Et dans ces cas-là, dans mon cas comme ça, on a fait ça, maintenant on se retrouve avec des obligations qui pointent à l'horizon. On a fait l'isolation de la toiture, l'isolation des plafonds des garages avec les 1 euro participatif. On a fait tout ça. La seule chose qu'on ne peut pas obtenir, je trouve ça dommage, c'est que sur 40 appartements, il y en a 10 qui sont des bailleurs et eux n'ont pas changé leurs fenêtres et n'ont pas mis de double vitrage parce qu'ils n'en ont rien à faire vu que c'est un chauffage collectif. Nous payons tous la déperdition de chaleur. Et je trouve que c'est dommage de ne pas commencer par ça, par obliger les gens comme ça, qui ont des locataires, à avoir des doubles vitrages quand on a un chauffage collectif. Alors, il y a plusieurs questions dans ce que vous venez de dire. Je vais répondre à 3 questions sans s'en rendre compte. Première question, c'est vous avez fait un audit il y a 7-8 ans. Dans tous les cas, il faudra faire un DPE collectif puisque c'est quelque chose de nouveau, c'est autre chose, c'est un autre logiciel, ça n'a rien à voir en gros. Par contre, ça ne veut pas dire que ce travail-là d'audit énergétique ne peut pas enrichir ou faciliter le plan de travaux. Et voilà, donc je ne sais pas qui vous avez fait cet audit à l'époque, mais peut-être que ça peut être pertinent de le recroiser, et peut-être qu'en termes de coût, vous pourrez optimiser le coût du plan de travaux pluriannuel. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous parliez deuxième sujet, vous parliez de problématiques d'humidité, de problématiques d'acoustique au final. Évidemment, mais ça, c'est au fur et à mesure on va dire de cet entonnoir de prise de décision. Au fur et à mesure, on sait qu'on veut aller, par exemple, vers de l'ITE. Évidemment, je recroise, il faut sécuriser, évidemment, tout ce qui est ventilation. Voir aussi s'il n'y a pas des problèmes de points de rosée par rapport à d'éventuels problèmes d'humidité. Et puis évidemment aussi, sécuriser aussi avec des études complémentaires. Ça peut être des études de structure, ça peut être des études acoustiques. Et en effet, l'acoustique est un sujet important. C'est toujours pareil, si vous isolez votre enveloppe, eh ben, le bruit va pas s'échapper, il va rester à l'intérieur. Donc il faut se poser la question aussi. Mais ça, c'est dans les étapes de conception. Évidemment, il ne faudra pas passer à côté. Oui, bonjour, j'avais une question. Est-ce que vous avez anticipé l'augmentation de la charge pour les entreprises toulousaines?
et le risque qu'ils augmentent leurs tarifs pour tout le monde. Parce que tout va arriver en même temps pour eux. Alors, je ne vous vois pas. Vous êtes où? Ah, voilà. Vaste sujet. Et les honoraires de Saint-Denis aussi, hein? Non, je rigole, c'est une blague. Non, mais en fait, si vous voulez, aujourd'hui, au stade de l'audit, on va définir des coûts sur la base de solutions techniques grossières. C'est-à-dire que si je calcule de l'isolation par l'extérieur, je vais dire j'ai 50 mètres avec tel isolant, ça va être tel coût avec le prix du marché actuel, c'est tant. Donc évidemment, il y a une ingénierie de l'économie de la construction qu'il faut apporter. Donc il faut souvent mettre à jour, et encore plus aujourd'hui. Mais ça ne nous empêchera pas ensuite de mettre à jour au fur et à mesure, à la fois par rapport à des coûts marchés, des prix marchés, puisqu'en effet, si vous parlez de prise de décision sur 3 ans, il faut mettre à jour par rapport à des coûts. Et puis c'est aussi les solutions techniques qui vont s'affiner, qui vont dire que je ne mets pas 15 cm autour des fenêtres, je vais devoir mettre un isolant plus fin, je vais avoir des surcoûts. Enfin, on va affiner la solution et il faut faire vivre, en tout cas voilà. Je vous répondrai en disant que l'audit, c'est une photographie, c'est un point de départ, mais ça ne nous empêche pas de le faire vivre tout au long de la démarche travaux et mettre à jour notamment les prix. Oui, mais là, avec l'arrivée de la lettre G et E, enfin, ou F, là, tout le monde va devoir faire les travaux en même temps. Et les entreprises vont augmenter leurs tarifs, c'est sûr. Et pareil pour l'audit. L'audit, moi j'ai vu en plusieurs mois, ça a augmenté aussi. Et en fait, tout arrive en même temps, donc les prix vont exploser. Alors c'est vrai que là aujourd'hui, on connaît des tensions en fait sur ce marché des économies d'énergie finalement, tant au niveau de la disponibilité des entreprises qu'au niveau de la disponibilité de la ressource, des matériaux. Néanmoins, forcément, il y a des effets contraintes, hein, et c'est bien pour ça qu'on en arrive à des obligations. Donc l'idée, c'est aussi peut-être d'utiliser l'audit, on l'a un peu dit, déjà comme outil d'investissement, en fait, pour anticiper un petit peu l'avenir, et pas attendre le dernier moment où ça va coûter éventuellement plus cher pour réaliser les travaux. Ça, c'est une chose. Et puis, effectivement, un audit, c'est une vérité à l'instant T. Donc, on va ajuster les prix. Par contre, on ne va pas forcément intégrer les contraintes de fourniture du marché. Par contre, on est sur des marchés de maîtrise d'œuvre où, vous avez vu, où on en reparlera peut-être, mais il y a une temporalité de projet qui est assez longue, donc il y a des consultations, etc. Donc les entreprises sont quand même présentes pour répondre à ces marchés-là, et on n'a pas de pénurie de réponses d'entreprises flagrantes. En tout cas, on a toujours des candidats pour répondre au marché de rénovation sur les copropriétés. C'est moins le cas sur les maisons individuelles où il y a beaucoup plus de tensions, et du coup les délais s'allongent, et effectivement les prix peuvent augmenter. Merci. Oui, moi je voulais vous demander si il y avait des mesures particulières ou lourdes pour tout ce qui est copropriété en secteur sauvegardé et ensemble patrimonial remarquable, voilà. Par rapport à ce que vous nous avez décrit, qu'est-ce qui change, ou en plus, en moins, voilà. Alors, mais brièvement, hein, c'est une question de curiosité. Alors ça, c'est une attention particulière portée par les politiques publiques et notamment la ville de Toulouse. Il y a deux choses. Il y a sur tout ce qui va être copropriété dite fragile ou dégradée, qui ont des problématiques beaucoup plus lourdes et prioritaires que la rénovation énergétique. Quand on est sur de l'indécence, sur des taux d'impayés qui dépassent les 20 ou 30%, on a vu des copros à 80% d'impayés de charges, des problèmes de marchands de sommeil, enfin, et des choses bien plus graves. C'est vrai que là, il y a toute une direction de Toulouse Métropole qui s'en occupe avec l'ANA. C'est des dispositifs assez lourds, qui prennent du temps, mais qui sont très, très encadrés. Ça, c'est une première chose. Et l'autre sur alors, je connais le dispositif en centre ancien de Toulouse, au niveau de la ville. Il y a tout un périmètre dans l'hypercentre où il y a depuis plusieurs années, et pour plusieurs années encore, une campagne de ravalement obligatoire sur certaines artères. La rue qui part de la gare, voilà. La rue Bayard, rue du Thor, ça a été fait. Donc il y a des campagnes obligatoires et il y a tout un périmètre autour, dans le centre ancien, de campagnes de ravalement incitatif
où là, du coup, il y a des aides financières de la ville de Toulouse de 20% et 10%, je crois, plus des primes pour les propriétaires occupants modestes. Donc ça, si vous allez sur la ville de Toulouse, Ravalement, Centre Ancien, il y a tout un accompagnement technique, architectural et patrimonial, y compris au niveau des commerces en rez-de-chaussée. Enfin voilà, il y a tout un dispositif qui est géré par la ville de Toulouse. Et souvent l'obligation de consulter l'ABF en fait, qui porte un avis sur l'acceptabilité des travaux sur ce périmètre, qui soient inscrits ou classés. Oui, bonjour. Rebonjour. On peut avoir la liste des entreprises qui font le DPE, qui sont agréées sur Toulouse? Oui, alors sur le DPE, ça existe sur le site du ministère. Vous avez un annuaire des diagnostiqueurs où vous pouvez cocher DPE collectif. Agréé? Oui. Et après, il y a pour tout ce qui est bureau d'études, il y a plusieurs marques, plusieurs niveaux de certification, mais la plus représentative, c'est tout ce qui est OPQIBI. Ils ont un annuaire très très bien fait, enfin on pourra le mettre avec le compte-rendu, très très bien fait avec tout un tas de coches sur audit énergétique, mission de maîtrise d'œuvre, AMO, renégociation de chauffage et ainsi de suite. Et du coup, par département et par libellé, vous tombez sur des entreprises locales certifiées pour ce que vous avez demandé. En fait, les bureaux d'études qui réalisent les audits doivent être labellisés RGE, comme les artisans RGE. Et alors, sur les copropriétés, c'est le RGE qui correspond au collectif, en fait. Donc, les bureaux d'études sont aussi RGE, pas seulement les entreprises. Allez, je propose de passer aux aides financières avant la prochaine question. Comme ça, du coup, il y en aura plein après les aides. Merci. Donc, je reprends la main sur les aides financières. Je vous ai repris rapidement la chronologie générale en la simplifiant pour monter exactement où on intervient et quels sont les points importants. Donc, vous reconnaissez tout ce dont on vient de parler. Premier appel, premier conseil, en fait, nous conseillons d'informer sur les aides hors assemblée générale. On le sait, les assemblées générales, c'est un moment contraint, où il y a vote, où il y a stress, et les informations qu'on présente aux copropriétaires, que ce soit les aspects techniques sur les résultats de la présentation d'un diagnostic ou d'une étude, et les informations sur les aides, je vais vous montrer un petit exemple juste après. Ça fait énormément d'informations, on est sur des montants de quote-part qui peuvent dépasser les 10 000 euros, entre 10 et 20 000 euros pour un projet un peu ambitieux. Avec pas mal de choses, c'est bien de séparer le temps de l'information du temps de la décision. Si vraiment vous voulez maximiser les chances que les copropriétaires ne votent pas contre, par peur, par manque d'information ou par manque de temps de s'être renseignés eux-mêmes auprès de leur banque ou d'aller voir leur compte en banque. Donc toujours, autant que possible, conseiller, informer sur les aides avant l'AG, 1 semaine, 2 semaines avant. On se fait une réunion d'information sans vote, sans stress, vraiment juste où on peut poser toutes les questions pour désamorcer tous les points importants et qui pourraient être bloquants et qui pourraient risquer d'empêcher des votes en AG. Ensuite, je reviens sur l'importance du diagnostic. On va le voir, les aides financières, et ça a été dit, sont progressives en fonction du gain énergétique qu'on espère sur le scénario de travaux. Donc notamment 35%, 40%, 55% d'économie d'énergie. Et du coup, c'est vrai que tant qu'on n'a pas le diagnostic, tant qu'on ne sait pas si les travaux qu'on prévoit, tant qu'on ne sait pas combien les travaux qu'on prévoit vont faire de gains énergétiques, on ne peut pas avancer. À l'inverse, dire cette aide-là, elle est déclenchée à partir de 40% d'économie d'énergie, oui, mais moi, sur ma copropriété, comment j'y arrive ? Du coup, c'est des questions sans fin. Donc, d'abord, diagnostic, qui permet de sortir pour un scénario de travaux, pour plusieurs scénarios de travaux, des gains énergétiques différenciés, précis, et à ce moment-là, on peut dérouler.
Donc rapidement, comment financer une quote-part? Le principe général d'une simulation d'aide financière, on va avoir un coût global de la rénovation sur la copropriété qui est donné par le diagnostic ou sur la base des devis travaux qu'on a. Donc ça, c'est grosso modo tel programme de travaux, il va coûter tant. À ce moment-là, on va d'abord calculer les aides collectives qui sont mobilisables par le syndic de la copropriété. Donc il y a MaPrimeRénov'Copro et les certificats d'économie d'énergie, les fameux CEE collectifs ou bonification coprofragile, j'y reviendrai. Donc les aides collectives, elles sont disponibles pour tous les logements, quels que soient les statuts, propriétaires, occupants, bailleurs, et quels que soient les niveaux de revenus également. Ensuite, si on continue à affiner au niveau individuel, selon les statuts, bailleurs, occupants, selon les niveaux de revenus, il peut y avoir différentes aides. Alors, il y a MaPrimeRénov'Copro qui propose une prime individuelle sous condition de revenus, Toulouse Métropole qui propose une prime éco-rénovation uniquement pour les occupants. Et suite à ça, du coup, ça nous donne un reste à charge. Et c'est à partir de là où on va pouvoir réfléchir à un prêt collectif, un éco-prêt à taux zéro, alors collectif et ou individuel, surtout individuel, le prêt collectif Rénov'-Occitanie qui vous sera présenté tout à l'heure. Voilà, il y a des solutions qui existent au niveau collectif, au niveau individuel, et c'est vrai que voilà, en copropriété, bien souvent, ça permet de financer les appels de fonds et d'avance à subvention. Pour rappel, un prêt collectif se vote en même temps que les travaux, donc à la 3e Assemblée Générale, si jamais on va jusque-là. Voilà, je vais passer vite parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant de lister les aides comme ça, mais voilà, MaPrimeRénov'Copro, c'est clairement l'aide principale qui a été mise en place au niveau de l'État depuis 2 ans. Bâtiment de plus de 15 ans, plus de 75% des lots d'habitation occupés en résidence principale, alors que ce soit en occupation ou en location. C'était une manière pour l'État de mettre de côté, de ne pas prioriser toutes les résidences, notamment de tourisme, Méditerranée ou montagne, qui sont des résidences secondaires, ce n'est pas la cible. Et il faut être immatriculé au registre national des copropriétés. Et comme ça a été dit, pourquoi? Pour tout programme de travaux permettant de faire 35% d'économie d'énergie. C'est le choix qui a été fait au niveau national de mettre le seuil de projets performants par des professionnels, réalisé par des professionnels RGE et accompagné par une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage. On décrit un petit peu ce qu'il y a dedans. Et donc, ce que je disais, si la copropriété est éligible, tous les logements bénéficient de l'aide. Bailleurs, occupants, conditions de revenus, très haut revenu et ainsi de suite. Le montant, il est de 25% du coût des travaux, hors taxe, des travaux subventionnels, dans la limite de 15 000 euros par logement, donc 25% de 15 000, 3 750 euros. Les frais annexes sont éligibles, sauf les frais de syndic, et du coup, c'est versé au syndicat de copropriété et réparti au tantième. Ça ne sera pas le même montant pour un T1 que pour un T6. 2 petites primes si on sort de passoire thermique, c'est-à-dire si on est en F ou G, ou si on arrive en bâtiment basse consommation, classe A ou B, 500 euros par logement, là aussi versé au syndicat de copropriété réparti au tantième, et c'est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie collectifs ou copropriété fragile. À noter que pour les copropriétés fragiles, il y a eu un abondement de Toulouse Métropole de 10% complémentaire. Rapidement, copropriété fragile, c'est plus de 8% de taux d'impayé de charges, ou copropriété sur les territoires QPV, quartier prioritaire de la ville. De tête, il y a le Grand Mirail, Ampalo, les Isards et un dernier que je ne connais pas, que j'ai oublié. Dans le cas où votre copropriété est fragile, il y a une prime, 3 000 euros par logement, là aussi versée au syndicat, répartie au tantième, mais qui n'est pas cumulable avec les C2E. C'est-à-dire, on a MaPrimeRénov'Copro, soit les C2E, soit les C2E, soit la bonification coprofragile, qui, je ne vous le cache pas, est souvent plus intéressante que les C2E. Un petit point sur la mission d'AMO, sur lequel vous pourrez revenir éventuellement après. La mission d'AMO, l'idée, c'est de dire on finance des projets ambitieux de rénovation énergétique en copropriété. Les aides peuvent être très conséquentes, comme on est sur 3 750 euros par logement, plus des primes et tout ça. L'État demande à ce que le projet soit bien accompagné
pour éviter qu'il explose en vol. Du coup, il demande aux copropriétaires de voter aussi une AMO, donc une assistance à maîtrise d'ouvrage, référencée par l'ANA, qui est aidée quand même à 30%, et éventuellement pour les copropriétés fragiles, qui est complétée par 70% de Toulouse Métropole. Pardon. Et cette mission d'AMO comprend trois volets: un accompagnement technique pour faire le lien, on va dire, entre la copropriété et la maîtrise d'œuvre, un accompagnement financier, à la fois du syndic pour demander les aides auprès de l'ANA, de MaPrimeRénov', et puis faire tous les calculs et distributions de fonds, et auprès des copropriétaires pour aller faire une simulation d'aide financière précise auprès de chaque personne. Vous, monsieur, vous êtes propriétaire occupant avec tel niveau de revenu dans un T4, le programme numéro 2, voilà ce qui va se passer pour vous. Et enfin, une enquête sociale pour le côté social. L'État se dit, à financer des travaux, on veut s'assurer de laisser personne de côté. Et du coup, s'il y a des problématiques de suroccupation, d'indécence ou de déscolarisation des enfants ou de marchands de sommeil et ainsi de suite, la mission de l'AMO, c'est quand même de vérifier quand même que la copropriété aille bien et de faire remonter les cas les plus compliqués. La deuxième aide collective, c'est les certificats d'économie d'énergie. C'est peut-être celle que vous connaissez le mieux. Rapidement, c'est l'État qui oblige les fournisseurs d'énergie à aider les gens à faire des travaux, sinon ils ont des amendes. L'idée, c'est que vous prévoyez des travaux. Il y a des fiches d'opération standardisées qui disent, voilà, pour une isolation par l'extérieur sur Toulouse, 1 mètre carré d'isolant va représenter 1000 kWh économisés, qui appartiennent à la copropriété, puisque c'est votre bâtiment, c'est vous qui payez les travaux. Et en fait, ces kilowattheures, vous allez pouvoir les vendre à ces fameux obligés qui vont vous les racheter moins cher que ce que leur coûte l'amende. Donc du coup, eux, après, ils se débrouillent. Il y a tout un marché de bourse où ils se les échangent, ils se les vendent et ainsi de suite. Vous, vous retenez que vos travaux représentent des économies d'énergie que vous pouvez vendre. Alors du coup, ça peut être soit vendu directement à un obligé, ça peut être auprès de l'entreprise qui réalise les travaux, ça peut être via un intermédiaire, ça peut être aussi via l'AREC dans le cadre des certificats, du dispositif Rénov' Occitanie. Voilà. Il y a plusieurs pistes de valorisation. Souvent, les AMO, les maîtres d'œuvre, éventuellement les syndics peuvent vous accompagner là-dedans. Au niveau des aides individuelles, alors pour les propriétaires occupants, le revenu fiscal de référence entre en compte. Donc ça, c'est un tableau que vous retrouvez facilement. Nombre de personnes, on ne prend pas en compte le nombre de parts fiscales, c'est vraiment le nombre d'occupants qui occupent le logement à titre de résidence principale. On regarde le dernier revenu fiscal de référence de l'année disponible. Et on regarde, par exemple, voilà, pour 4 personnes, si j'ai moins de 40 000 € de revenu fiscal de référence, je suis foyer modeste. Si je suis un couple avec 50 000 € de revenu fiscal de référence, je suis foyer les plus élevés. Et en fait, donc, si la copropriété mobilise MaPrimeRénov' Copro, il y a une prime individuelle pour les ménages occupants, 750 € pour les modestes, 1 500 pour les très modestes. Et c'est l'AMO qui fait la demande collective. Je m'excuse, je passe vite, parce qu'en fait, ça, c'est des choses que vous retrouvez facilement, mais qui n'ont pas tant d'intérêt que ça tant qu'on ne peut pas les appliquer à un projet. Et enfin, du coup, les aides de Toulouse Métropole, alors réservées aux copropriétaires occupants sans condition de ressources. Il y a un seuil à 40% pour une prime de 1 000 €. Il y a la prime BBC Rénovation, si on atteint le niveau BBC Rénovation qui est à 3 500 €. Bon, éventuellement porté à 5 000 € si on dépasse 40 000 €, mais ça c'est plutôt pour les maisons individuelles. On n'y arrive pas souvent dans les 40 000 € de quote-part en copro. Il y a un bonus pour l'utilisation des matériaux biosourcés. Si vous décidez par exemple de faire l'isolation de vos combles avec de la ouate de cellulose, Toulouse Métropole accompagne, incite à passer par ce type de matériaux. Il existe une prime sur le solaire thermique. Et toutes ces primes-là, c'est l'AMO qui les demande sur facture directement à Toulouse Métropole à la fin des travaux. Je vous mets un petit exemple de simulation d'une copropriété qu'on a accompagnée. Ça permet de mieux voir en fait qu'est-ce qu'on peut attendre à la fois d'un diagnostic et comment on applique les simulations d'aide financière à un vrai projet.
C'est un cas réel qu'on a accompagné cette année là, sur Toulouse. Une copro de 1976 de 40 logements. Alors, chauffage collectif électrique par plancher chauffant avec appoint individuel par convecteur ou certains qui ont mis des clims réversibles. Étiquette D en début à l'état des lieux avec une facture énergétique moyenne de 1 350 €. Bon. En termes de déperdition, alors vous ne voyez pas bien, mais tout en bas, les 44% en gris, c'est les fenêtres. À gauche, à droite, les 22% en orange, c'est les murs extérieurs béton. À gauche, c'est en jaune, c'est les ponts thermiques. Et en haut, il y a le plancher bas et la toiture. Donc, beaucoup de pertes par les menuiseries privatives. Et que ce soit les murs extérieurs ou les ponts thermiques, grosso modo, c'est vraiment la façade, l'enveloppe. 3 scénarios de travaux qui avaient été proposés par le bureau d'études. Alors, pardon, je passe, excusez-moi. Le premier scénario, c'était 20% d'économie d'énergie. On faisait que la ventilation. Grosso modo, ça coûtait 45 000 € et ça faisait 25% d'économie d'énergie. C'était la base, ça fait en lien avec ce que vous disiez, monsieur, la ventilation, c'est vraiment la priorité. Un deuxième scénario qui fait 48% d'économie d'énergie, où on est à ventilation plus isolation des murs, sur tout le bâtiment. Évidemment, on double la quantité d'économie d'énergie, par contre, le montant augmente, on dépasse les 500 000 € de travaux. Et le troisième scénario, pour viser l'excellence, pour arriver au niveau BBC Rénovation, on rajoute des capteurs solaires pour faire un appoint sur la production d'eau chaude sanitaire. On passe à plus de 700 000 € de travaux, mais on arrive à 67% d'économie d'énergie. Ça, c'est ce type, alors très très simplifié, mais c'est ce type d'information que vous pourrez avoir sur un audit. Alors, pardon, on ne voit pas bien les couleurs, normalement il y a du vert et du bleu et du rouge, mais du coup, par rapport à ces 3 scénarios, comme on sait que les gains énergétiques sont progressifs, on peut dire, voilà, le premier scénario, que la ventilation, on ne va mobiliser que les certificats d'économie d'énergie. Le deuxième scénario, qui dépasse 40%, on va pouvoir mobiliser MaPrimeRénov' copro de base, la subvention AMO de MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' prime individuelle et l'éco-prime de Toulouse Métropole, puisqu'on dépasse 40%. Et le BBC Rénovation, on a tout. Donc évidemment, ça coûte plus cher. Mais au fur et à mesure qu'on rajoute des montants, on a des primes supplémentaires. Hop là. Du coup, si on applique au tantième, alors là, pardon, les tantièmes, en gros, on avait des T2, T3, T4, T5. Forcément, alors sur les coûts globaux, on a rajouté les frais de syndic, de maîtrise d'œuvre, de bureau de contrôle pour se rapprocher au plus proche de ce que vous auriez à payer si ce scénario était voté. Donc l'audit donne le coût de travaux, mais il y a les frais annexes qu'on estime à peu près à 13%. Et si on applique les tantièmes, d'après le règlement de copropriété, on se retrouve sur le premier scénario, je vous le rappelle, ventilation, on est sur des quotes-parts relativement modestes, en fait, entre 1 000 et 1 400 €. Dès lors qu'on fait l'isolation des murs avec le scénario du milieu supérieur à 40%, évidemment, on est sur des quotes-parts qui chiffrent un peu plus, on est entre 12 000 et 17 000 € pour les plus grands logements. Et si on arrive au BBC Rénovation, on est de 16 000 à 23 000 € pour les plus grands logements. Et suite à ça, nous, après, on modélise toutes les aides financières et on sort ce type de travaux. Attention, ne soyez pas effrayés, on a ce genre de choses. Là, on est pour un T4, donc ce n'était pas la dernière ligne. En colonne, vous avez donc les revenus propriétaires occupants très modestes, TMO, modestes, MO, non modestes, donc revenus intermédiaires et plus élevés, et les bailleurs. Et en ligne, vous avez trois parties. Le premier scénario supérieur à 20%, celui du milieu 40% et le troisième BBC Réno. On a des quotes-parts pour chaque scénario. La quote-part pour ce type de logement, on n'a pas les mêmes tableaux pour les T2 et les T6. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme aide collective ? Ça, en général, qui sont les mêmes, quels que soient les statuts, donc toutes les colonnes sont les mêmes. Quelles sont les aides individuelles ? Évidemment, il y en a plus pour les très modestes que pour les bailleurs, au total, et en reste à charge. Par exemple, du coup, alors on va dire on peut regarder pour un non modeste sur les deux derniers scénarios, là, 40% ou BBC Rénovation. Au départ, en facial, on a une quote-part qui passe de 16 000 à 22 000 € pour ce scénario de travaux.
En pratique, quand même, on s'aperçoit que, en tant que non modeste, on peut avoir 6 500 € d'aide pour le premier scénario et 12 000 € d'aide pour le deuxième scénario. Donc, dans les deux cas, ça ramène le reste à charge, aide financière déduite, aux alentours de 10 000 €. Donc, déjà, première information, on est environ sur 30% d'aide. Alors oui, évidemment, il reste 10 000 € et c'est une quote-part importante, mais ce n'est pas 16 000 et ce n'est pas 22 000. Et ensuite, on s'aperçoit que dans ce cas-là, finalement, le scénario BBC Rénovation, oui, il coûte plus cher, mais il déclenche des aides qui permettent, quelque part, de quasiment rattraper le surcoût de la surperformance. Encore une fois, ça, c'est une information. L'Assemblée générale est souveraine. Nous, on se borne à venir apporter ce niveau-là d'information au logement par scénario en parallèle des résultats de l'audit. L'audit aura peut-être dit en amont, il est indispensable de faire l'isolation, enfin de faire le ravalement de façade parce que la façade est prête à lâcher, il y a des infiltrations et ainsi de suite. Vous êtes peut-être dans l'obligation réglementaire de le faire ou pas. Encore une fois, c'est une information qui est amenée à la copropriété pour se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on abandonne l'isolation par l'extérieur ou en fait, au vu de ces informations-là, ouais, d'accord, c'est cher, mais quand même on est bien aidé. Suite à l'audit, on voit qu'il y a quand même un gain de confort, une valorisation du bien, une sortie de la classe énergétique F, bon là c'était pas le cas et ainsi de suite. Peut-être que ça vaut le coup de continuer, d'aller continuer dans l'entonnoir, continuer d'avancer dans le projet, de payer un architecte, de payer une AMO pour aller nous affiner ces données-là, avoir des vrais devis d'entreprise, avoir des simulations financières faites par l'AMO qui viendront chez moi dans ma situation particulière pour me rassurer sur ce que ça peut coûter, et 10 000 € de reste à charge, si je prends un prêt, peut-être que ça peut passer. Donc ça, ce genre d'information, c'est vraiment extrêmement précieux pour tous les copropriétaires. Je vous renvoie au fait qu'il faut du temps pour le digérer, parce que là, si je vous dis, bon allez, on vote, pour ou contre, il vous faut du temps. Et ce niveau-là de précision ne peut être obtenu qu'après un audit. Sinon, on est obligé on ne peut que lister les dispositifs, voir comment ils fonctionnent, sans pouvoir les appliquer à quelque chose de particulier. Voilà, donc par rapport à ça, nous, on accompagne sur toutes les phases du projet. On peut vous aider au diagnostic, on peut aider au vote de l'audit. Suite à l'audit, en lien avec les bureaux d'études, on peut faire ces simulations d'aide financière, obligatoirement suite à l'audit. Les missions d'AMO, elles sont listées, c'est exhaustif, les AMO qui sont passés par les aides, qui se sont fait référencer par l'ANA, puis après l'accompagnement sur d'autres thématiques. Je ne sais pas si vous voulez enchaîner sur le dispositif régional. Oui, on va faire un petit focus sur les solutions en fait, proposées par le service public. Merci. De la région Occitanie. Donc on a vu déjà, je vais essayer de présenter les choses de façon relativement rapide parce que c'est déjà dense. Et puis je crois que le contexte a été quand même déjà très très bien évoqué avec les possibilités techniques, les obligations réglementaires et les aides publiques qui sont proposées pour la rénovation des copropriétés. Donc en fait, la région Occitanie a demandé à son agence énergie-climat, donc l'AREC Occitanie, par une délégation de service public, peu importe, d'apporter des réponses en fait à différents enjeux, énergie-climat, bien entendu, pour la déclinaison régionale, assez modestement, dans le sens où on sait très bien que ces problématiques sont mondiales. Donc, il y a une politique régionale en fait qui s'appelle REPOS, c'est Région à énergie positive. Donc, ce sont des objectifs régionaux de rendre le bilan global énergétique de la région Occitanie à horizon 2050 positif, c'est-à-dire que la région produira, si on atteint les objectifs, plus d'énergie en 2050 que ce qu'elle en consomme. Alors, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, les objectifs énergétiques sont en train de glisser vers des objectifs climatiques, et c'est lié.
puisque la problématique majeure, c'est la problématique des émissions de gaz à effet de serre, bien entendu. Alors, pourquoi construire en fait un service public de rénovation régionale pour accompagner les rénovations des logements privés? Eh bien parce que dans notre région, en fait, une grande partie, pas la majorité, il y a la mobilité, donc les transports qui viennent avant, mais il y a une grande partie des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux bâtiments, au fonctionnement des bâtiments. Alors, bâtiments, c'est pas que les logements privés, mais les logements privés participent pour beaucoup. Donc, à la REC, on a construit un service public d'accompagnement à la rénovation énergétique des propriétaires occupants aux bailleurs de maisons individuelles et également des propriétaires occupants aux bailleurs des copropriétés. Voilà un petit peu le contexte régional. Donc là, on va surtout vous présenter quelles solutions de service public. Vous verrez que, pour une fois, je crois que le service public n'a pas trop mal travaillé, dans le sens où tout ce qu'a présenté Rémi au sein de Toulouse Métropole est cohérent avec la politique régionale Rénov'-Occitanie. Et Toulouse Métropole est un guichet régional, sur le périmètre de la métropole bien évidemment, Rénov'-Occitanie. Alors là, bon, c'est le contexte un petit peu régional, on va passer là-dessus, c'est pas le plus important. Ici, on est à Toulouse, voilà plutôt ce qu'on propose. Alors, on a bien insisté sur le fait que l'audit de votre copropriété, c'était vraiment le prérequis nécessaire pour bien connaître sa copro. On l'a dit, hein, les points forts, les points faibles, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est pour ça que la région Occitanie donc, propose un audit. C'est finalement cette première étape avec un coût qui est très très intéressant par lot d'habitation pour les copropriétés, puisque le coût résiduel par lot d'habitation est de 90 € pour l'audit. Donc j'ai refait un petit peu le calcul de l'audit qu'a évoqué Madame pour les 40 lots, donc vous disiez 6 000 €, donc nous on arriverait à un petit peu moins de 4 000 € aujourd'hui. Bon, pourquoi? Parce que la région Occitanie participe pour environ 2/3 du prix de l'audit. Bien évidemment, ça coûte plus cher, et encore, on l'a dit, ça dépend ce qu'il y a dans l'audit, il faut comparer des choses comparables. Alors, on va le voir juste après peut-être, je vais directement. Alors non, c'était avant ou c'était après? Bon, peu importe. Donc on verra ce qu'il y a dans l'audit. En fait, c'est quoi un audit finalement? C'est faire le point sur la situation existante, quelles sont les caractéristiques bâtimentaires notamment de la copropriété, et puis donc c'est modéliser le bâtiment en somme, et puis proposer en fait des scénarios de simulation de travaux. Voir combien ils coûtent, voir combien ils font économiser et de quelle manière, quelles aides on a en fait sur ces différents scénarios de travaux et in fine de quelle manière on finance le reste à charge. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, donc c'est ce fameux AMO en fait qu'on a évoqué et qui lui donc revient à 480 € TTC par lot d'habitation, et qui est éligible et donc qui ouvre le droit aux aides MaPrimeRénov' CoPro, et qui est dédié uniquement aux copropriétés de moins de 100 lots, en fait. Les propriétés de plus de 100 lots, ce qui constitue quand même des copropriétés de taille vraiment conséquente, sont invitées à avoir recours à un AMO privé. Donc l'idée, finalement, c'est pas de réinventer la roue et de refaire en parallèle dans le service public ce que fait déjà le privé. L'idée, c'est vraiment en fait par la politique régionale et par la participation financière très volontariste régionale, de faire baisser le coût, de le rendre accessible à une majorité des copropriétés, et en réalité de stimuler finalement ce marché de la rénovation des copropriétés sur les aspects énergétiques qui, jusqu'à présent, étaient considérés comme inférieurs quantitativement par rapport aux objectifs que j'ai cités précédemment de régions à énergie positive. Alors c'est vrai que, ce faisant, eh bien, il faut que toute la filière en fait, se mette en ordre de marche. Donc ça peut, comme disait monsieur, créer des tensions sur les entreprises,
les bureaux d'études, etc. Mais et c'est toute la qualité de l'offre privée, c'est de savoir s'adapter quand même relativement rapidement. Alors, dans cette AMO, il y a quoi? Dans cette AMO, il y a tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, en fait, un accompagnement technique, social, financier, une assistance à la conception technique des projets, le suivi de travaux, l'établissement des plans de financement que j'évoquais, quelles sont les aides, comment on les finance, une aide pour assister les syndics à aller chercher justement ces différents programmes d'aide et de financement. Après travaux, le suivi sur 3 années des consommations. Pourquoi des consommations de la copropriété? On y a un peu fait référence quand on évoquait les marchés de performance, en tout cas les contrats d'exploitation. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas parce qu'un audit a dit qu'on allait faire 60% d'économie d'énergie, qu'on a fait les travaux en fait qui correspondaient au scénario qui disait qu'on allait avoir ces 60% d'économie d'énergie, qu'après travaux, finalement, la copropriété, chaque année, va bien. Chaque année, je le répète, c'est cumulatif, et c'est bien l'intérêt d'intervenir, c'est que chaque année, on fait des économies et elles s'ajoutent, mais il faut bien vérifier que ces objectifs-là qui ont stimulé en fait toute cette démarche de la copropriété sont bien atteints. C'est pour ça qu'on va suivre les consommations de la copro 3 ans après la livraison. Et ces consommations, elles dépendent aussi justement des réglages des différents équipements de la copropriété et également du comportement des différents occupants de la copropriété. Donc c'est quand même quelque chose qui est compliqué, et d'où l'intérêt d'avoir du feedback en fait là-dessus et de savoir si on atteint vraiment les économies prévues. Voilà, donc cette mission, elle ouvre droit à ma prime rénov', je l'ai dit, et la limite de taille, je l'ai dit aussi. Donc là, je crois qu'on va faire très vite. Je voulais simplement préciser en fait que ces 4 scénarios, pourquoi 4 ? Il y a un premier scénario en fait qui fait l'état des interventions indispensables finalement à la copropriété. Souvent celles pour lesquelles on nous a sollicité au départ, le ravalement de façade, les fuites de toiture, les consommations, en tout cas les coûts de chauffage qui explosent, etc. etc. Donc ça c'est le premier niveau en fait, un scénario de simulation qui répond à cette demande-là, et puis où finalement un scénario qui va atteindre 25% d'économie d'énergie. Ça, c'est le premier niveau. Un deuxième niveau, en fait, à 40% d'économie d'énergie. Et un troisième niveau, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est ce niveau bâtiment basse consommation. Donc, quelque part, alors on peut faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais on l'a vu, c'est plus cher en général. Mais en tout cas, bon, c'est un peu la situation idéale en termes d'économie d'énergie qu'on pourrait atteindre, qu'il est techniquement faisable de faire sur la copropriété, mais à quel coût? C'est bien l'objet en fait finalement de cet audit, de le déterminer. Et une dernière chose sur cet audit, il y a une simulation thermique dynamique qui est comprise dedans. Également des tests d'étanchéité à l'air, on l'a évoqué avec la qualité de l'air, mais également finalement les déperditions par renouvellement d'air quand on a des débits de fuite sur des vieilles copropriétés des années 70 où il n'y avait pas du tout d'étanchéité, le renouvellement d'air était passif, bref, on l'a déjà évoqué. Alors ça c'est l'étanchéité à l'air, mais si le bâtiment est trop étanche et que l'air n'est pas renouvelé, effectivement on a l'autre problématique qui était évoquée, c'est la qualité de l'air intérieur. Donc c'est un compromis à trouver, mais à maîtriser. C'est ça l'intérêt des équipements en fait. La simulation thermique dynamique, c'est quoi? C'est une modélisation 3D du bâtiment qui permet de faire varier, je la fais très vite, n'importe quel facteur. C'est-à-dire, un exemple parlant, voilà, l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, je vais isoler avec 14 cm d'épaisseur. Ça change quoi? Ça fait économiser combien? Ça coûte combien? Avec 15 cm, avec 16 cm, je vais mettre du double vitrage, je vais mettre du triple vitrage, je vais mettre une ventilation mécanique simple flux, double flux, qu'est-ce que ça change? Voilà. On va faire varier tout ça en fait sur ces simulations thermiques dynamiques, et on va pouvoir simuler donc le comportement du bâtiment rénové en fonction également des conditions climatiques extérieures
référence canicule. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va parler à tout le monde. Donc c'est quand même un audit qui présente une qualité technique intéressante. Il y a la réalisation de plans de la copro. Il y a beaucoup de copropriétés qui ne disposent pas de plans, en fait, en réalité, et encore moins au format, on ne va pas rentrer dans le détail, mais exploitable par les architectes, etc. etc. Voilà. Donc finalement, un coût très intéressant. Alors l'intérêt de l'AMO sur l'accompagnement de l'opération de maîtrise d'œuvre, je crois qu'on l'a déjà pas mal évoqué. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, simplement dire que c'est parfois nécessaire de faire le lien entre les professionnels de manière à ce que ça se passe le mieux. Et c'est bien pour ça que le dispositif national MaPrimeRénov' l'impose dans certaines conditions. Les enjeux, on les a vus aussi également. L'idée, là, c'est vraiment de faire du service public qui, effectivement, recherche des objectifs de volume, en fait, hein, vous l'avez compris, au niveau régional, mais également, et je viens de le dire, des prestations de qualité. Donc, c'est un petit challenge, en fait, qui nous invite à faire un accompagnement processé, je dirais, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur le contenu, mais sur mesure, c'est-à-dire adapté à chaque cas de copropriété. Voilà, et je vais plutôt passer la parole finalement à mon collègue responsable de la partie financière qui va vous présenter les solutions en fait, que porte l'AREC Occitanie dans le cadre de ce service public pour financer le reste à charge. Alors je vais essayer d'être assez clair, et si vous avez des questions, n'hésitez pas juste après à nous les poser. L'idée ce soir, c'est aussi de vous apporter des solutions en termes de financement. Bon, c'est vrai qu'on a vu toute la partie accompagnement technique, la partie accompagnement des aides, mais il y a aussi la question du financement. Donc vous avez en général 3 possibilités de financer. Soit vous autofinancez parce que vous avez un peu de trésorerie, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de nous. Soit vous allez voir votre banque et vous faites un prêt tout à fait classique auprès de votre banque. Soit vous avez la possibilité de faire un prêt collectif. Alors comment ça fonctionne, hein, c'est l'objectif du prêt collectif, c'est vraiment de financer le reste à charge pour les copropriétaires et avec une possibilité d'intégrer, si vous voulez, les différentes aides dans le financement. Donc nous, comme on est quand même un service public, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus simple pour vous, que ce soit le plus simple aussi pour le syndic de copropriété. Donc en fait, comment ça fonctionne le prêt collectif? On fait un prêt au nom du syndicat des copropriétaires, qui est la personne morale, et où chaque copropriétaire décide d'adhérer ou non à ce prêt collectif. Il n'y a pas d'obligation. Donc ça c'est le premier point. Et chaque copropriétaire choisit, par exemple, j'en sais rien, le lot A, il a 20 000 euros à financer, il peut choisir de le financer sur 10 ou 15 ans. Le lot B, il a 10 000 euros, il peut choisir de le faire jusqu'à 20 ans, et chacun choisit sa durée en fonction de là où il est à l'aise et de ses capacités financières aussi. Voilà. La seule chose, en fait, il faut être minimum 2 pour pouvoir faire un prêt collectif. Il n'y a pas de limite d'âge pour adhérer au prêt collectif. Ça, c'est le gros avantage, par contre, que vous n'avez pas forcément avec des prêts conventionnels auprès de votre banque. C'est-à-dire que nous, on ne regarde pas, il n'y a pas de limite d'âge. Si vous avez 80 ans que vous souhaitez faire un emprunt, vous allez faire un emprunt. Alors, je vois la question venir. S'il m'arrive quelque chose, comment ça se passe ? Je vais répondre à cette question. Non, il n'y a pas d'assurance sur les prêts collectifs. Il n'y a pas d'obligation, en tout cas, d'adosser une assurance. La seule chose qui est rédigée via notre contrat, si vous voulez, c'est que malheureusement, si vous avez eu la mauvaise idée de disparaître, quand il y aura la mutation à la succession, il faudra rembourser le financement, la quote-part du financement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc tout est fait dans les prêts collectifs pour que ce soit incitatif et qu'on vous donne une solution qui soit facile d'accès. Donc il n'y a pas d'assurance, comme je viens de vous dire. La seule chose, c'est que le cadre législatif et réglementaire en France l'oblige à adosser une caution solidaire. Alors j'attire votre attention sur le nombre de cautions solidaires qui n'a de solidaire que le nom. C'est-à-dire qu'en cas de défaillance d'un des copropriétaires, on ne va pas vous demander
de venir solidairement rembourser la défaillance du copropriétaire concerné. C'est-à-dire que c'est l'organisme de caution qui se retournera contre le copropriétaire défaillant. Donc ça, vraiment là-dessus, je tiens à le rassurer parce que c'est un faux ami. Nous, en dessous de 23 000 €, c'est une analyse qui est hyper simplifiée. C'est-à-dire qu'on va surtout faire une analyse juridique sur la solidité de la copropriété. Et ensuite, à moins de 23 000 €, on va vous demander une attestation de propriété, un RIB et une carte d'identité. Voilà, tout simplement. Et sont éligibles aussi bien les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, que les SCI, enfin, tous les différents dispositifs, enfin, tous les montages juridiques sont éligibles. Et pour le syndic de copropriété, c'est hyper pratique parce qu'en fait, il n'a rien à gérer puisque nous prélevons chaque copropriétaire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire le suivi en cas pour vérifier tous les mois, voir s'il y a un impayé, pas un impayé, de se retrouver en défaut vis-à-vis de l'organisme de caution et parce qu'il n'a pas déclaré à temps qu'il y avait un impayé, et ainsi de suite. Donc là-dessus, on est là pour faciliter le travail. C'est plus lourd pour nous, mais peu importe. L'objectif, c'est de vous apporter une solution simple et efficace. Donc, comme je le disais, c'est entre 1 an et 20 ans, maximum 75 000 € par copropriétaire. Bon, déjà 75 000 € pour faire des beaux travaux. Honnêtement, je vous le dis, hein, parce que vu les cours actuels des taux et l'augmentation de taux, je pense qu'on a des conditions qui sont plutôt canons. Et même, je suis sûr qu'ils sont canons parce qu'on est en dessous des prix du marché. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur la caution, je vous l'ai dit. Peut-être que tu peux expliquer pourquoi on a des conditions aussi canons. Quand même. Pourquoi on a des conditions aussi canons, oui, c'est vrai. C'est parce que dans le cadre de la délégation de service public, on a fait le choix d'avoir des conditions vraiment compétitives et de ne pas venir vous pénaliser sur des problématiques de taux comme il peut y avoir aujourd'hui et qui vont continuer à s'aggraver vu la tendance exponentielle et haussière des conditions de marché. Et j'insiste, mais en fait, c'est parce que la région Occitanie participe vraiment abondamment financièrement. Complètement. Donc sur les déblocages de fonds, parce que ça peut être souvent un problème, soit on débloque la totalité au début du prêt, soit c'est sur appel de fonds ou sur forme d'acompte avec des factures, sur présentation de factures. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Il n'y a pas de frais de remboursement anticipé, ni partiel, ni total. Donc ça, c'est si vous voulez intégrer par exemple les aides et que dans 6 mois, quand vous avez perçu les aides, vous souhaitez faire un remboursement par anticipation, vous le faites, on ne vous prend pas de frais, on vient diminuer le montant du capital, ou on garde la durée, enfin peu importe, on peut tout faire. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, on peut mettre en place des différés d'amortissement, c'est-à-dire que pendant la période des travaux, on peut venir mettre 12 mois, 18 mois en fonction de la nature des travaux, des différés d'amortissement. Comme ça, vous commencez réellement à payer, à rembourser votre emprunt qu'une fois que vous commencez vraiment à percevoir les économies d'énergie. Voilà, que vous dire de plus? J'avais quand même envie de rajouter des petits arguments complémentaires par rapport à mes collègues. Parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas assez abordé le volet patrimonial et la valorisation patrimoniale des biens. Et il y a une autre chose, c'est que aujourd'hui, on paye un coût énergétique. Dans 5 ans, on ne sait pas combien on va le payer. Il y aura peut-être plus le bouclier tarifaire et ça coûtera encore peut-être beaucoup plus cher. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des rénovations performantes et de qualité. Et avec des solutions, peut-être que... Enfin, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des aides incitatives que vous n'aurez peut-être plus dans 2-3 ans. Parce qu'on le voit, de toute façon, dans toutes les politiques publiques qui sont mises en place, on a d'abord toujours la période incitative, on a la période où on commence à un petit peu décliner et où on commence à avoir des contraintes réglementaires comme on voit apparaître.
Et peut-être que dans 5 ans, c'est hypothétique, hein, mais c'est toujours pareil, hein, c'est le jeu, c'est que moi je préfère dire qu'il vaut mieux capitaliser sur ce qui existe et être sûr de l'avoir, que se dire je vais attendre 5 ans, peut-être qu'il y aura des meilleures aides, mais s'il le faut, vous en aurez 2 fois moins, ou 3 fois moins. Voilà, ça c'était un point où je souhaitais insister. Parce que le jeu du yo-yo, on l'a vu depuis quelques années quand même, et on a vu des aides disparaître. C'est que nous avons un timing. Serré. Il vous reste oui, je me doute. Non. Après, une minute. Juste, j'ai terminé. En termes de critères d'éligibilité sur le prêt collectif, hein, il faut que ce soit des propriétaires occupants supérieurs à 30%, un taux d'impayé faible inférieur à 10% et atteindre un minima 40% d'économie d'énergie. Mais ça, encore une fois, on est sur un minima d'économie d'énergie. Des fois, pour certaines contraintes techniques, on a du mal à atteindre ces 40%. Et quand c'est correctement bien expliqué par nos partenaires et que pour des raisons techniques on n'y arrive pas, on arrive à déroger à cette condition-là. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non, on a répondu à tout, presque. En général, les banquiers, quand ils parlent à la fin, c'est un tue-l'amour, quoi. Merci pour ces interventions. J'aimerais qu'on puisse les applaudir pour... Voilà, merci beaucoup. J'espère qu'on vous a éclairé, qu'on a répondu à une partie de vos interrogations. Et puis après, vous vous adressez à votre syndic, parce qu'il a beaucoup aussi de réponses. Il est là aussi pour vous accompagner dans la rénovation de vos copropriétés. Je vais laisser le mot de la fin à notre présidente Occitanie. Et puis après, on se retrouve. Merci pour votre écoute. C'était quand même assez fastidieux, assez lourd, assez dur. Il faut le réfléchir. Nous sommes tous auprès de vous pour vous aider. Nous avons le pot de l'amitié tout à l'heure et vous avez tous les syndics qui sont là, tous les membres de l'UNIS qui sont là, tous les intervenants qui sont là pour répondre à vos questions si vous en avez. Et je suis sûre que vous en avez. Merci, bonne soirée. On se retrouve dans le jardin pour le pot de l'amitié.